Bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être venus ce soir. Comme vous l'avez pu le voir sur les affiches disséminées dans la ville, ce soir la revue Z invite Martin Winkler, ici présent, pour discuter du pouvoir médical et de capacité de résistance face à ce pouvoir-là. Donc je vais vous dire juste quelques mots en introduction sur la revue Z que tout le monde ne connaît pas forcément. Et puis ensuite, donc Martin se présentera également. Et après, l'idée c'était d'organiser un peu la discussion autour de quelques lectures d'extraits de la revue et du dernier livre de Martin des Brutes en Blanc. Et puis on ouvrira des discussions au fil de la soirée, après chaque lecture, et puis petit échange entre nous, pour que vous puissiez participer aussi au fil de la soirée. Voilà. Donc la revue Z existe depuis 2008. Est née avec l'objectif de faire 3 voire 4 numéros par an, puis finalement ça s'est assez vite stabilisé à 1 par an. Voilà, on arrive à tenir ce rythme de parution pour l'instant, on est au 10e numéro. Et c'est une revue qui, depuis sa naissance, se situe un peu à l'intersection entre différents milieux, différentes dynamiques, puisqu'elle est née à l'époque de la rencontre entre une bande de jeunes journalistes qui sortaient d'un institut, donc dont nous ne faisons pas partie, Naïk et moi, mais ils nous ont raconté. On a rejoint l'aventure après. Et qui étaient très insatisfaits des différents boulots qu'on leur proposait dans la presse. Donc ils avaient envie de faire autre chose qui leur corresponde plus. La rencontre de cette bande-là avec des gens qu'on définira plutôt comme activistes, qui étaient sur les scènes autonomes ou anarchistes en région parisienne, et qui eux aussi avaient envie de faire quelque chose du côté des médias qui leur correspondent. Et donc la revue tient depuis cette espèce d'entre-deux entre le milieu du journalisme et le milieu plus militant, avec une posture qui assume ses engagements, qui en même temps se situe assez clairement dans le champ du journalisme aussi. Et on fonctionne sur un principe d'itinérance, c'est-à-dire que chaque année, c'est une dizaine de personnes qui forment la rédaction, et puis qui discutent dans un premier temps d'un thème qu'ils auraient envie de traiter cette année-là, qui nous tient particulièrement à cœur. Et à partir de ce thème, choisissent un lieu où on va partir tous ensemble pendant 1 mois, un petit peu plus, s'installer sur place et traiter ce thème à partir de ce lieu-là, considérant que c'est intéressant d'avoir cet ancrage territorial à chaque fois, et aussi beaucoup de rencontres du coup sur place pour raconter ce que vivent les gens, mais aussi pour mettre en place parfois des dynamiques qui continuent après la parution du numéro. Voilà, c'est diffusé principalement en librairie, mais aussi sur abonnement, et puis dans beaucoup d'événements comme celui ce soir qu'on organise pour faire un peu parler de ce qu'on fait. Et le travail de rédaction est entièrement bénévole, en tout cas de cette année, puisqu'on a eu auparavant des contrats aidés pendant 2 ans qui donnaient une petite rémunération à quelques personnes, mais tout ça est terminé. Donc voilà, c'est bénévole. Mais on a l'espoir, si on arrive à en vendre 2, 3, 4 fois plus, de se payer un petit peu dans les prochaines années. C'est pas forcément du bénévolat à vie. Voilà pour la revue. Est-ce que l'on présente le sommaire ou après Oui, vite fait, ce thème-là. Ouais. Donc voilà, cette année, dans les discussions un peu préalables au numéro, on avait très envie de faire un numéro féministe qui ne soit pas forcément sur le féminisme, mais en tout cas sur les questions de genre, les questions de lutte de femmes, de qu'est-ce que c'est être une femme aujourd'hui en France sur différents aspects. Et on a décidé d'aller traiter ce thème-là à Marseille, d'abord en fait pour des questions pratiques, ce qui nous ramène quelque part au thème, puisque c'est aussi nos conditions de vie au sein de l'équipe qui, les années passant, rendait de plus en plus difficile une itinérance lointaine, avec notamment plusieurs femmes dans l'équipe qui avaient des enfants en bas âge. Et oui, il n'y a pas des enfants dans l'équipe. Donc des femmes. Et il se trouve que voilà, Marseille était assez centrale entre des gens qui avaient envie de participer au numéro, qui se trouvaient là-bas, et puis les autres personnes qui pouvaient y aller. Donc à partir de ce choix quelque part contraint, mais qui nous paraissait aussi cohérent au moment de faire un numéro
qui va parler de nos conditions de vie, des conditions de vie des femmes de l'équipe et des femmes en général, de ne pas être dans une distorsion complète et aussi de prendre en compte nos situations réelles et de trouver une manière de continuer notre activité qui corresponde à où on en était les uns, les unes et les autres dans nos vies. Et à partir de là, il s'est trouvé qu'en arrivant sur place, c'était le 8 mars, donc journée des droits de la femme, aussi appelée journée de la femme, et qu'à Marseille, l'événement principal qui était organisé ce jour-là était un spectacle de Jean-Marie Bigard, parrainé par la ville de Marseille, qui avait acheté des centaines de places pour que les jeunes de la ville aient la chance de pouvoir assister à ce spectacle hautement féministe. Tout ça étant promu dans la ville par un certain nombre de femmes en fait, qui étaient à des postes de pouvoir et qui disaient mais oui c'est très bien Jean-Marie Bigard, il faut de la place pour tout le monde. Donc on s'est dit bon ben manifestement on est quand même un peu au bon endroit quoi. Parce que si quelque chose comme ça est possible ici, c'est qu'il y a du boulot. Et puis on a également travaillé pour faire le numéro avec le très dense milieu féministe pour le coup de Marseille, avec beaucoup d'initiatives qu'on a pu rencontrer, dont une partie des gens de l'équipe participaient également à ces groupes féministes. Donc on a laissé une place assez large dans le numéro pour expliquer comment s'organisent ces luttes-là, quels modes d'action sont choisis, etc. On y reviendra si vous voulez dans la discussion. Voilà, je vais m'arrêter là pour l'instant, puis on pourra développer ça plus tard. Donc, je m'appelle Marc Zaffran, j'écris des livres sous le pseudonyme de Martin Winkler. J'ai été médecin généraliste d'abord à la campagne, enfin en même temps à la campagne à l'hôpital dans un centre de planification et un centre d'IVG à l'hôpital du Mans. Et j'ai travaillé dans le centre de planification, j'ai été médecin de campagne pendant 10 ans. Ensuite j'ai été médecin généraliste dans un centre de planification où je faisais quand même pas mal d'IVG parce que je remplaçais les médecins qui n'étaient pas là pendant les 15 ans qui suivent, enfin donc 25 ans en tout. J'ai l'insigne honneur d'avoir publié des livres. Mon premier livre était un roman qui se passait dans un centre d'interruption de grossesse, et c'est la réflexion d'un médecin, d'un homme qui est médecin, qui pratique des IVG et qui se demande qu'est-ce que je fais là, quel sens ça peut avoir pour les femmes, quel sens ça peut avoir pour moi. Et puis ensuite j'ai écrit un certain nombre de livres qui étaient consacrés à la pratique médicale et aux interactions entre les médecins et les patients, mais aussi à certaines thématiques éminemment importantes pour les femmes. J'ai écrit le premier livre de vulgarisation exhaustif sur la contraception destiné au grand public en France. J'ai écrit un roman il n'y a pas très longtemps qui s'appelle Le cœur des femmes, qui manifestement rencontre un certain succès, y compris auprès des étudiants en profession de santé, ce qui me ravit. Et mes deux préoccupations principales depuis que j'écris, c'est partager le savoir et dénoncer les abus de pouvoir. Alors je le fais comme je peux avec les livres que j'écris. Il est vrai que j'ai beaucoup de chance parce que je fais partie des écrivains français à qui on demande des livres, donc qui arrivent à vivre de leur plume et à en vivre tout à fait correctement, et dont en plus les livres sont lus. Parce que, on peut écrire des livres, puis des fois ils ne sont pas lus, et ça n'empêche pas que ce soit de très bons livres. Il y a de très mauvais livres qui sont lus aussi, pour des raisons qui sont respectables. Hein. Je veux dire, il ne faut pas non plus mépriser les lecteurs quand ils lisent. Ils peuvent lire pour des raisons différentes des nôtres, mais ça n'en est pas moins respectable. Et donc voilà, alors évidemment je suis ravi d'être invité à parler en même temps que des membres de la Revue Z, parce que le sommaire de la Revue Z pourrait être en fait une déclinaison pratique de plusieurs points que j'aborde dans Les Mots en blanc, qui est donc un livre sur les abus de pouvoir des médecins, et sur aussi finalement la culture paternaliste, hein, ce qu'on appelle comme
culture paternaliste de la profession médicale en France. Contrairement à ce qu'ont pu dire un certain nombre de praticiens sur les réseaux sociaux, je ne dis pas dans le livre que tous les médecins sont des brutes, ce serait idiot et ce serait faux, bien entendu. Mais ce que j'essaye de montrer, c'est que d'abord les comportements de brutalité sont très fréquents, beaucoup plus fréquents qu'on ne veut l'admettre et qu'on ne l'imagine, que ces brutalités sont très variées, c'est-à-dire il y a des brutalités verbales, il y a des brutalités morales et puis il y a des brutalités physiques. Et évidemment, comme ma pratique médicale a été beaucoup centrée sur la santé des femmes, j'explique qu'il y a beaucoup de brutalités qui sont imposées aux femmes parce qu'elles sont des femmes, parce qu'elles elles constituent 70% des consultants. On devrait d'ailleurs dire les consultantes en France, puisque 70% sont des femmes. Et ce qui est plus grave encore, alors que les femmes consultent et qu'elles ne sont pas malades. C'est-à-dire qu'elles consultent pour leur vie sexuelle, pour leur, comment dirais-je, leur vie de reproduction, grossesse ou pas grossesse, pour leur ménopause, pour évidemment les soucis qu'elles se font pour leurs enfants, pour leurs conjoints, pour leurs conjointes, et ne parlons pas aussi des démarches de transidentité qui sont faites dans un sens ou dans l'autre et qui rencontrent une violence extraordinaire de la part de très nombreux médecins français qui ne supportent pas l'idée qu'on puisse envisager de changer de genre, qui envisagent à peine qu'on puisse être homosexuel ou lesbienne, enfin bon. Donc tout ça est évidemment le produit, enfin je veux dire, la mise en application de préjugés qui sont extrêmement répandus dans la société française. Les médecins ne sont pas différents, ne sont pas des citoyens différents des autres citoyens en France. Ils véhiculent les mêmes préjugés, les mêmes conflits de valeurs, etc. Ce qui, moi, me pose problème, c'est que tout de même, la profession médicale, c'est une profession dans laquelle on est censé faire du bien aux gens. Je ne veux pas avoir l'air primaire, mais moi, quand quelqu'un entrait dans mon bureau, je partais du principe que si il ou elle entrait, c'est qu'il n'allait pas très bien ou qu'il avait des questions à poser, et que mon boulot, c'était de faire en sorte que quand il ou elle sortait, il se sentait mieux et il avait au moins des embryons de réponse à ces questions. Parce qu'on ne peut pas toujours répondre aux questions, mais en tout cas, on peut dire « j'ai entendu votre question, voilà ce que je peux vous répondre, et puis voilà ce que je vous propose si vous voulez faire quelque chose ». Et la culture médicale française, c'est pas une culture qui s'occupe du tout de soulager les gens. C'est une culture qui s'occupe essentiellement de créer, comment dirais-je, un corps de professionnels, en leur laissant finalement la liberté, sans leur dire quoi que ce soit, soit de faire cette profession pour assurer une carrière, soit de faire cette profession pour soigner. Et c'est ça l'aberration. Tous les professionnels de santé qui sont recrutés devraient être formés pour soigner. Puis on devrait leur dire d'emblée, vous êtes là pour soigner. Si vous ne voulez pas soigner, il ne faut pas être là. Et soigner, c'est un certain nombre de choses, à mon avis, mais c'est pas seulement à mon avis, ça vient de réflexions qui sont menées depuis au moins 70 ans dans le domaine de la bioéthique et de l'éthique médicale, c'est-à-dire soigner, c'est pas une relation de pouvoir. Toute relation de pouvoir est incompatible avec le soin. Et deuxièmement, soigner, c'est une relation de partage, de soutien, d'accompagnement, de respect, évidemment. Alors, je suis très content parce que, évidemment, ça colle pile avec mes préoccupations. Et je voulais dire, ça c'est une note autobiographique, quand j'étais étudiant en médecine dans les années 70, il y avait un fort mouvement féministe dans le monde étudiant. J'étais dans une ville de province, j'étais à Toulouse, et j'ai participé à l'écriture d'une revue underground d'étudiants en médecine, dans lesquelles évidemment, c'était juste avant la loi Veil, on était pour l'avortement, on était pour la liberté d'en finir avec sa vie avec l'assistance des médecins, on était, comment dirais-je, évidemment pour la contraception, bien entendu. Et donc ça, on interagissait beaucoup et souvent avec des groupes féministes qui étaient des groupes d'étudiantes, où certaines d'entre nous, donc étudiantes en médecine, allaient évidemment contribuer au partage du savoir. Mon livre de chevet à l'époque, c'était
le livre américain Our Bodies, Ourselves, qui était le premier grand livre féministe qui a eu 15 rééditions depuis, mais qui n'a été traduit qu'une seule fois en France. On lisait Femmes en mouvement, et puis bon, et on voyait des films militants. Et je suis très heureux d'être ce soir dans une réunion où il y a beaucoup de personnes qui sont juste plus jeunes que moi, parce que le cauchemar du militant, c'est de se retrouver dans une réunion où tous les militants ont son âge. Quand c'est un vieux militant, bon. Et là, c'est pas le cas, donc j'en suis très heureux, parce que, en particulier, la lutte contre le pouvoir médical, mais aussi les luttes féministes en général, et dans une certaine mesure, la lutte contre le pouvoir médical, c'est une lutte féministe, parce que, encore une fois, les premières personnes qui sont martyrisées par les médecins, c'est les femmes. C'est toujours une lutte d'actualité. Alors, c'est très réconfortant de savoir que ce militantisme-là n'est pas mort et est encore extrêmement vif. Voilà. Merci. C'est sans doute aussi parce qu'il y a encore du boulot, il y a des gens aussi jeunes. Mais il y en aura toujours, hein, il y en aura toujours. Donc, moi j'ai découvert Le Cœur des femmes l'année dernière, au début 2016, par une amie m'a prêté ce livre au moment même où donc, on s'interrogeait sur la construction de notre revue. Et c'est vrai que ça a été un livre assez important pour moi, pour essayer de déplier des questionnements, des problématiques et construire donc ce troisième dossier de la revue, puisqu'il y en a deux avant qui sont sur des problématiques un peu différentes que celles qui tournent autour du corps des femmes. Et voilà, c'est vrai que c'était assez intéressant de pouvoir, dans le cœur des femmes, il y a énormément d'exemples de femmes qui racontent un peu comment elles sont traitées dans les cabinets de gynécologie ou à l'hôpital. Et c'est vrai que l'une de nos premières réunions sur ce sujet-là, on est vraiment une majorité de femmes sur ce numéro. Il y avait 2 hommes dans l'équipe, mais ensuite on était une dizaine de femmes. Et très vite autour de la table, quand on a abordé la question de la maltraitance gynécologique, de toutes parts, il y avait des expériences. On se connaît toutes plus ou moins, en fait, on n'est pas toutes très proches, mais alors là, effectivement, on expliquait comment ça avait été la galère pour se faire prescrire une pilule, comment on avait vécu un avortement qui s'était mal passé. Donc c'était le florilège en fait, d'expériences, et nous-mêmes, on était étonnés d'avoir en fait, autant d'expériences mauvaises dans notre jeune vie, et de pas toujours d'ailleurs trouver les réponses et d'avoir encore du mal à savoir comment réagir et comment se renforcer face à ce qui nous arrive sur ces questions-là. Donc on a essayé de réfléchir à la manière de travailler sur ce sujet, et on a élaboré plusieurs entrées. Voilà, il nous apparaissait important de laisser témoigner des personnes qui avaient vécu voilà, des histoires, mais des histoires parfois pas toujours très agréables, et en même temps aussi de laisser la place à essayer de trouver des solutions, des résistances, des manières de trouver des moyens aussi de s'en sortir face à ce pouvoir, parce que c'est aussi la revue. Elle a ce côté-là un petit peu plombant parfois de raconter la société comme elle est, et c'est jamais très... on montre bien que notre société, on la refuse souvent sur plein de points dans la revue, et l'idée c'est aussi de montrer qu'on peut trouver en fait, des moyens d'aller de l'avant et de résister. Donc on a notamment... travailler par exemple sur un grand reportage autour de la condition de sage-femme et de comment les sages-femmes depuis des siècles luttent contre le pouvoir médical jusqu'à aujourd'hui avec les grèves qui ont lieu dans les hôpitaux et jusqu'à essayer de trouver d'autres manières aussi de suivre les femmes, que ce soit dans la création de plateaux techniques ou de maisons de naissance ou même à l'hôpital, de trouver des interstices pour faire vivre des pratiques qui sont plus toujours enseignées dans les parcours, dans les cursus universitaires. On est allé aussi donc travailler sur la stérilisation définitive,
sur l'endométriose, on en parlera tout à l'heure. Et puis, on a récolté un témoignage d'un groupe de femmes, Santé Femmes, qui se retrouvent une fois par mois, un petit groupe pour essayer de faire ce qu'elles appellent de l'auto-expertise collective, de trouver les moyens de se soigner parfois sans les médecins, et en tout cas de se transmettre le savoir. Et comme tu le disais, la transmission du savoir est quelque chose d'important dans ton travail. Et pour nous, c'était l'une des choses les plus fondamentales. C'était donc la question de retrouver du savoir ou de le réactiver quand ce savoir, on a quand même du mal à le sentir, quoi. Le savoir autour de nos corps, beaucoup de femmes en fait ne l'ont pas. Et c'est une des premières étapes pour justement retrouver du pouvoir. C'est donc voilà, d'être conscient de ce qu'on est, de comment notre corps est constitué et de comment ensuite on peut ensuite s'en sortir avec ça. Et donc la première idée là, c'était de lire un petit extrait à partir d'une phrase qui est donc dans le livre Les Brutes en blanc, donc cette phrase étant même si le fait de savoir ne guérit pas, il libère de l'incertitude et de la peur de l'inconnu. Et donc là, je vais vous lire un extrait d'un témoignage sur l'endométriose. Et puis on pourra peut-être expliquer, dans le passage, c'est expliqué ce que c'est que l'endométriose. Métro, crise, douleur intense, j'ai juste le temps de vomir dans une poubelle. Je vais tomber dans les pommes. Je dois m'asseoir, m'allonger. Non, il faut que j'aille aux toilettes. Vite, pas le temps, je baisse mon pantalon et fais par terre. Regard baissé, j'ai honte à travers le brouillard. Prochaine rame, je monte comme je peux. Je n'ai plus de force. Glisse le long de la barre par terre, joue sur les mains, cheveux traînant par terre. J'ai chaud, j'ai mal, j'en peux plus. Pourquoi personne ne m'aide? Ils doivent me prendre pour une junkie. J'ai soif, demande de l'eau, on me tend un mouchoir. Sortir. Ils sont longs, ces couloirs. Quelqu'un me demande s'il faut appeler une ambulance. Non, il faut juste que j'arrive jusqu'à mon lit. Ces crises arrivent sans prévenir, tous les quelques mois ou toutes les quelques semaines, en train, en Inde, au mariage de super copains, chez les parents. Souvent, je les ai prises pour des gastro fulgurantes. J'ai mis du temps à faire le rapprochement avec mes règles, et je découvre aujourd'hui que je suis loin d'être la seule à les avoir vécues. Septembre 2015, hôpital d'Avignon, je viens de confirmer avec une IRM ce que ma mère avait deviné il y a 7 ans. J'ai bien de l'endométriose. D'ailleurs, dit le médecin derrière son écran, en ce moment même, ça saigne. Étonnant. Je n'ai pas mal, je n'ai pas mes règles et je ne suis ni en milieu ni en fin de cycle. Pourtant, il y a dans mon ventre des tissus échappés du bocal, des cellules sorties de mon utérus, décollées de mon endomètre, qui se baladent, sortent par les trompes, s'installent ailleurs, fluctuent, saignent et s'enflamment cycliquement. Symbolique comme désordre. Symbolique et terriblement douloureux. Moi, pour le moment, je suis presque contente. Ce qui est validé là, après 10 ans de douleur, c'est que non, messieurs, dames, ceci n'est pas de l'hystérie. C'est de l'endométriose. Youhou, un mot sur les mots. Enfin, je vais pouvoir être malade quand on me soupçonnait d'être fainéante ou hypersensible. Enfin, une excuse raisonnable validée scientifiquement pour ne pas travailler quand j'ai mes règles. Surprenant comme il faut parfois un diagnostic médical pour valider des besoins fondamentaux. Dire le mal ne l'arrêtera pas, mais Dieu que c'est bon d'avoir raison. Oui, que ça fait du bien de sentir qu'on a compris des années avant les médecins, l'institution médicale sacro-sainte, le corps médical, qu'il y avait un problème. Et qu'il est bon d'avoir réussi un autodiagnostic féminin en famille. Merci maman, merci ressenti, merci intuition. Voilà. La psychanalyse a fait beaucoup de mal. Parce que maintenant, le mot hystérique est rentré dans le vocabulaire courant. Et quelqu'un qui pète les plombs, on dit qu'il est hystérique, ou qu'elle est hystérique, surtout qu'elle est hystérique. Bon. Et des mots comme ça, c'est des étiquettes. Hein, ça va pas dans la tête. Or, là, l'exemple de l'endométriose est particulièrement frappant, mais par exemple, les personnes qui souffrent
de syndrome douloureux diffus, c'est-à-dire de fibromyalgie, hein, ils ont mal partout, ou elles ont mal partout, c'est souvent plus fréquent chez les femmes que chez les hommes. C'est pareil, pendant très très longtemps, ont été qualifiés d'hystériques, ou de dépressifs chroniques, ou de... Alors, quand c'était pas de simulateurs, ou de manipulateurs pour obtenir des... Et ça, c'est quelque chose qui est aussi très, très caractéristique de la médecine française. Et j'aimerais d'ailleurs savoir, j'ai quelques collègues en Espagne, j'ai des collègues en Italie qui m'ont confirmé qu'en Italie c'était un peu comme ça aussi, mais en Espagne je ne suis pas sûr. Et c'est probablement inhérent à l'imprégnation catholique de ces zones, c'est-à-dire le catholicisme, en désignant les femmes comme l'origine de tous les maux, et en suggérant que la douleur a une valeur rédemptrice. Hein. Si vous souffrez, c'est pour votre bien, finalement. Combien de fois est-ce qu'on a entendu ça? Pour être beau, il faut souffrir. Pour être belle, il faut souffrir. Avalise le fait que quand quelqu'un se plaint d'avoir mal quelque part, bah, si on ne voit rien, et puis si en plus ça se répète souvent, c'est probablement dans sa tête. Et là, effectivement, je pense qu'il y a quelque chose de très important, c'est que quand on dit à quelqu'un, si vous souffrez, c'est qu'il y a une raison. Et oui, bien sûr, c'est dans votre tête, parce que toutes les douleurs sont dans la tête. C'est le cerveau qui perçoit la douleur. Donc bien sûr, la douleur est dans la tête. Mais ça ne veut pas dire qu'elle est fausse, ça ne veut pas dire qu'elle est imaginaire, ça ne veut pas dire que c'est une simulation. C'est une perception qui ne peut pas être mesurée, qui ne peut pas être réfutée. Ça, c'est... Si je pouvais en donner des cours à des étudiants en médecine, je leur dirais, vous n'avez pas le droit de réfuter la douleur de quelqu'un. Si quelqu'un vous dit qu'il a mal, ou elle a mal, elle a mal. Et vous ne pouvez pas dire le contraire, parce que vous ne voudriez pas qu'on dise le contraire de vous. Vous n'êtes pas dans la tête des autres. Donc si quelqu'un a mal, dit qu'il a mal, ou qu'elle a mal, elle a mal. Et donc votre obligation, c'est de soulager cette douleur. Endométriose, c'est un très bon exemple, parce que, et c'est un très bon exemple aussi de, comment dirais-je, de distance entre certains pays où on s'en occupe depuis longtemps, et de la France. Marilyn Monroe, icône sexuelle du cinéma mondial, était réputée être hystérique, être versatile, avoir mauvais caractère, faire de l'absentéisme quand on l'attendait sur les plateaux. Et 40 ans après sa mort, il y a un journaliste qui écrivait sa biographie qui a accédé à son dossier médical. Il a demandé à la famille l'autorisation d'ouvrir le dossier médical. Il a découvert avec stupéfaction qu'elle souffrait d'endométriose, d'une endométriose très étendue, pour laquelle elle a été opérée 6 ou 8 fois, pour laquelle elle prenait des barbituriques parce que c'était ça qui la calmait, et un tas de produits qui visaient à calmer sa douleur, et que quand elle sortait pas de sa loge pour aller tourner, c'est parce qu'elle dérouillait. C'est pas parce qu'elle était juste une hystérique. Ou une femme qui manipulait les hommes, c'était pas ça du tout. C'était une femme qui souffrait. Et en plus, bon, il y a des témoignages qui sont plus anciens dans lesquels on lui parle de sa sexualité. Elle dit, les hommes sont toujours heureux de coucher avec moi, mais moi, quand j'ai des rapports sexuels, j'ai mal. J'ai pas de plaisir. On l'écoutait pas. On dirait, bah oui, mais bon, ouais, difficile à satisfaire. Bah non. Donc là, il y a quelque chose de véritablement fondamental dans la question de l'endométriose, de maladies qui font simplement mal de l'extérieur. Après, quand on va regarder ce qui se passe, on voit que c'est pas juste une douleur, une perception de douleur. La perception de la douleur a une origine. Il y a quelque chose de fondamental qui est, comment dirais-je, qui définit l'attitude des médecins. Et singulièrement, de la même manière que quand on étudie la durée des consultations, au bout de combien de temps est-ce que les médecins interrompent les patients? Ils interrompent les femmes plus tôt que les hommes. Et de la même manière, quand quelqu'un dit qu'il souffre, si c'est un homme, on le croit, la plupart des médecins le croient plus volontiers que si c'est une femme. Il y a donc quelque chose de fondamentalement sexiste dans la perception d'un certain nombre de gens sur la douleur de l'autre. Mais on pourrait dire aussi que le racisme peut s'en mêler, parce qu'évidemment, en fonction de la culture, on n'exprime pas la douleur de la même manière. Et il y a des personnes qui viennent de certaines cultures, quand ils souffrent,
et qu'il l'exprime de manière un peu brillante, on dit ouais, bah, on en fait un peu trop, quoi. C'est parce que c'est un Méditerranéen, c'est un ceci, c'est un cela. Donc ça, c'est quelque chose de très très important, cette idée et qu'il faut absolument, contre laquelle qu'il faut dénoncer, que les médecins ne se rendent pas compte qu'ils font auprès des gens qui souffrent, qui disent souffrir, du délit sexiste. Enfin, ils commettent un délit sexiste ou un délit raciste, en tout cas un délit de faciès, oui, voilà, c'est ça, c'était le mot que je cherchais. Et c'est extrêmement problématique sur le plan de la santé, parce que la seule attitude moralement acceptable de la part d'un soignant, c'est de dire, ben, vous me dites que vous souffrez, je vous crois, je vous entends, et je vais faire de mon mieux pour que vous ne souffriez pas. Alors, c'est vrai que c'est plus compliqué que de dire c'est dans la tête. Ça prend plus de temps, plus d'énergie. Est-ce qu'il y a déjà des questions ou des réactions? Vous avez envie de prendre la parole? Oui, moi je suis sans doute la plus vieille de cette salle. J'ai constaté que depuis quelques années, il y a quand même beaucoup de médecins. C'est une profession qui sont des femmes, c'est une profession qui s'est féminisée énormément. Je crois qu'actuellement, chez les jeunes médecins, il y a plus de femmes que d'hommes. Dans les facultés de médecine, oui, certainement. Oui. Hein? C'est une profession qui s'est féminisée. Alors, est-ce que les médecins femmes ont aussi cette attitude sexiste? Ça me semble aberrant quand même. Personnellement, je pense que ce n'est pas une question de genre du praticien. L'idée, et ce serait une idée sexiste à mon avis elle aussi, l'idée que les médecins femmes seraient spontanément plus bienveillantes que les médecins hommes, à mon avis, ce serait une erreur de penser ça. Pour des raisons. D'abord parce que je connais plein d'hommes qui sont des types charmants. Le gynécologue obstétricien avec qui j'ai appris à faire des accouchements, ben, c'est un homme hétéro, et il est adorable, et toutes les patientes et tous les patients d'ailleurs à qui il a eu affaire le trouvaient d'une grande bienveillance, d'une grande gentillesse, d'une grande compréhension. Je connais dans le même service où j'ai travaillé une ou deux femmes médecins qui sont des brutes. Donc je ne pense pas du tout que ce soit une question de genre, je pense que c'est une question de personnalité. Hein, il y a des hommes charmants et des femmes extrêmement pas charmantes. Et inversement, je pense que c'est aussi une question de mode de sélection des médecins, parce que quand on sélectionne les médecins dans des milieux dans lesquels les idées sexistes sont considérées comme des valeurs acceptables, ben forcément elles vont les trimballer elles aussi. Et c'est aussi la question de la formation. Si les maîtres ou les maîtresses, les enseignants et les enseignantes ont une attitude sexiste, subliminalement ou ouvertement, mais c'est surtout subliminalement que ça pose problème, ben, les étudiants sont, pour un certain nombre, peuvent être amenés à adopter une attitude sexiste. Et sans s'en rendre compte, mais après, ça fait partie des mécanismes de comportement, vous voyez. Je vous donne un exemple tout simple. Si votre chef de service, qui est une femme, a beaucoup de personnalité, vous parle de manière extrêmement convaincante et vous dit, vous savez, c'est vraiment pas raisonnable une adolescente qui demande un stérilet à 15 ans, ce qui est une attitude parfaitement sexiste, parce qu'on ne voit pas pourquoi ce serait raisonnable de demander une pilule et pas un stérilet. Eh ben, l'individu va dire oui, il faut protéger ces jeunes filles parce que les stérilés, ça colle des infections et on ne veut pas qu'elles soient stériles après. Bon, d'abord, qui dit que toutes les femmes doivent vouloir avoir des enfants? Déjà, c'est un préjugé. Deuxièmement, en plus, c'est de la mauvaise science, parce que c'est pas vrai. Et troisièmement, qu'est-ce que c'est que ce truc de vouloir protéger les filles, protéger la fertilité des filles, en disant mais les pauvres elles ne savent pas ce qu'elles font. C'est paternaliste et c'est sexiste. Et on se préoccupe pas, on se préoccupe pas des différences d'attitude, par exemple, en fonction de la méthode, c'est-à-dire en fonction de la demande de la jeune femme. Or si
un individu qui atteint l'âge sexuel et qui veut une contraception est considéré comme autonome, qu'il s'agisse d'un garçon ou qu'il s'agisse d'une fille, il n'y a aucune raison de faire de la discrimination entre celles qui veulent telle méthode et celles qui veulent telle autre. Il faut considérer qu'elles sont toutes ou qu'ils sont tous aussi autonomes pour faire un choix si on leur donne, là encore on est dans la partage du savoir, si on leur donne toutes les informations. Moi c'est ce que je faisais en consultation, hein. Je voyais une adolescente de 14 ans entrer en me disant je voudrais une contraception, c'était mon lot quotidien. Je leur mettais toutes les méthodes sur la table, les boîtes, les stérilets déconditionnés, les implants, etc. Je leur expliquais tout. Je leur demandais d'abord qu'est-ce que vous savez, qu'est-ce que vous savez, qu'est-ce que vous voulez, qu'est-ce que vous voulez savoir. Je leur expliquais tout, ça prenait du temps. Et après je leur disais qu'est-ce que vous voulez. Et beaucoup me disaient mais je ne peux pas me faire mettre un stérilet parce que j'ai pas l'âge. Je dis mais non, si vous pouvez. C'est une légende franco-française. Vous seriez une jeune femme qui vit au Gabon et qui a une activité sexuelle qui ne veut pas être enceinte, vous iriez voir l'infirmier local, ça coûtera moins cher à tout le monde, et d'abord à vous de vous faire mettre un stérilet, et puis la pilule, comment vous voulez vous fournir en pilule quand il n'y a pas de pharmacie alentour? Donc le stérilet, vous le faites mettre, vous le gardez 10 ans si vous voulez. Donc oui, vous pouvez à 15 ans vous faire mettre un stérilet. C'est vous qui choisissez. Vous voulez très bien, vous voulez pas. Moi, je n'ai pas de préférence. Si on n'a pas cette attitude-là, qui est une attitude univoque, toutes les informations vous sont offertes et toutes les méthodes vous sont offertes, c'est vous qui choisissez parce que vous êtes un sujet choisissant, un sujet libre. Si je fais une distinction en disant « ouais, mais pour des raisons fausses en plus, ouais, mais ça risque d'être dangereux, je vous conseille plutôt », ça c'est une attitude paternaliste. Et c'est pour ça que des femmes peuvent tout aussi bien avoir une attitude paternaliste que les hommes. Est-ce que c'est pas aussi un mépris de classe? Alors, il y a le mépris de classe, c'est encore autre chose, c'est-à-dire que, mais à ce moment-là, c'est pas, comment dire, c'est pas, c'est encore moins inhérent au genre du praticien. C'est-à-dire que, bon, moi j'ai vu des attitudes tout à fait sexistes, mais cloisonnées. C'est-à-dire que le sexisme n'était pas le même selon qu'il s'agissait d'une jeune fille de 15 ans qui s'appelait Durand ou Dubois, ou d'une jeune fille de 15 ans qui s'appelait comment dirais-je, Mahmoud ou El Kassar. Bon, et là on lui disait ouais bon, qu'est-ce qu'ils vont dire tes frères si tu prends la pilule? De quoi je me mêle? De quoi je me mêle? Bon, alors effectivement, il y a des brutalités segmentées, il y a des brutalités spécifiques, il y a des brutalités qui sont tournées vers certains groupes. Et vous avez raison de souligner que la posture de classe, beaucoup de médecins ont une posture de classe. Ils s'en rendent pas compte en plus, c'est ça qui est problématique. C'est qu'ils sont, si vous leur dites vous avez une posture de classe, ils vous disent mais non, c'est pas vrai, je soigne tout le monde de la même manière. Ouais, bien sûr, bien entendu, évidemment. Déjà, ils ne s'adressent pas à tout le monde de la même manière. Si on pouvait mettre des caméras dans les voilà, on a une jeune interne ici qui peut vous le dire, ils ne s'adressent pas à tous les patients dans les hôpitaux de la même manière. Si vous avez affaire, il y a des médecins qui, quand ils ont affaire à des gens qui viennent d'un milieu bourgeois, comment dirais-je, oui, bourgeois, riche, éduqué, ben, ils ne vont pas lui parler de la même manière qu'un monsieur qui a été ouvrier toute sa vie. J'ai assisté, c'est un truc que je raconte dans le livre, j'ai assisté à un cours, à une conférence donnée par un chirurgien orthopédiste, comment dire, qui était un grand chirurgien orthopédiste. Il dessinait les feuillets d'anatomie que tous les étudiants en médecine lisaient. C'était il y a 20 ans, 25 ans. Mais ses élèves, ils sont encore debout. Hein. Je veux dire, lui, il est peut-être à la retraite, mais ses élèves, ils sont toujours en pratique. Et il nous avait fait une conférence. C'était une journée de formation pour les médecins généralistes. Il avait fait une conférence sur la chirurgie de la main. Et son maître mot, c'était, vous savez, quand on opère la main de quelqu'un qui a eu un accident, qui a été broyé, il faut bien faire attention, il faut bien garder à l'esprit quel est le métier de cette personne. Parce qu'il est évident que si c'est un violoniste, vous allez lui garder ses 5 doigts. Mais si c'est un ouvrier du bâtiment qui a juste besoin des 2 derniers pour tenir la pioche, c'est pas la peine. Allô?
Allô? Un des plus grands spécialistes orthopédiques de France. Bon. Il y a encore, alors c'est des trucs qui sont un peu moins politiquement corrects à dire maintenant, bon, on fait un peu plus attention. Mais vous avez vu le... Bon, puis c'est la société française, vous avez vu l'alerte enlèvement à la télé, là, ces jours-ci, un père a enlevé sa petite fille, et puis moi j'avais envie de tout casser, mais je me suis rendu compte que c'était pas la chaîne qui avait écrit le truc, qui avait écrit c'est un individu de race noire. Puis ils l'ont modifié après en individu à la peau noire. C'était un individu, une personne. Pourquoi un individu? Une personne noire, de sexe masculin. Bon. Non, un individu de race noire. Donc si au ministère de l'Intérieur on vous dit encore qu'il y a des races, vous vous rendez bien compte que les professionnels de santé qui viennent d'un milieu extrêmement bourgeois, qui ont une conception de ce que c'est que la race un peu traditionnelle, bah, ils vont avoir les mêmes attitudes avec les patients, quoi. Donc oui, il y a des postures de classe. C'est très difficile de le faire reconnaître par les professionnels eux-mêmes, parce que s'ils n'en ont pas conscience, ou bien s'ils s'en sont inconsciemment coupables et que ça les gêne aux entournures, si vous leur dites ça de front, ils vous disent c'est dans ta tête. Oui. Il me semble quand même qu'il y a des statistiques qui montrent qu'en moyenne, dans la population générale et chez les soignants, donc notamment chez les médecins, les hommes sont en moyenne plus facilement violents que les femmes, en moyenne. Et notamment, j'ai encore pas lu dans la presse des cas de femmes médecins qui auraient violé leurs patientes ou leurs patients. Statistique. Hier, vous avez raison. Le problème, c'est que il faut, et dans l'état de ce qu'on sait, bien sûr, le problème, c'est qu'il faudrait définir ce qui est une violence. Je vous donne deux exemples tout simples. Si une femme qui est échographiste reçoit une patiente qui a besoin d'une échographie et ne lui demande pas l'autorisation de lui faire une échographie intravaginale, mais la lui impose, le code pénal dit « toute pénétration sexuelle non consentie est un viol ». Voilà un exemple de viol de femme par une femme. Est-ce que ça va être considéré comme un viol par la patiente? Probablement pas, parce que l'habitude culturelle, elle aussi, de soumission à l'autorité, de déférence vis-à-vis du médecin. Encore une fois, si nous avons grandi avec des parents qui étaient déférents avec le médecin, nous avons appris inconsciemment à être déférents avec le médecin. Et donc à dire, bah, c'est le médecin qui a raison. C'est très difficile. Les individus non médecins, ils ont une responsabilité aussi. Hein. Bon. Donc, est-ce que ça va être considéré comme un viol? Non. Donc ça ne sera pas déclaré comme tel. Autre exemple, avant-hier, une femme m'écrit « Je suis allé voir la pédiatre avec mon fils de 2 ans et demi, sans rien me demander, sans me prévenir, sans prévenir le gamin. Elle lui a décaleté le prépuce, il a sauté en l'air, ça lui a fait un mal de chien. Après, elle m'a dit « Oui, je vais vous donner quelque chose pour le calmer. » Sauf erreur de ma part, une brutalité sur un sexe masculin, c'est un viol. Eh bien, elle a violé littéralement ce petit garçon, sans tenir compte de l'avis de la mère qui, elle, était contre le geste et qui le lui aurait dit si elle lui avait demandé. Mais évidemment, elle ne lui a pas demandé, elle l'a fait sans prévenir. C'est une violence, c'est une agression sexuelle. Est-ce qu'il viendrait spontanément? Et quand la femme me l'a écrit, je lui dis c'est une agression sexuelle. Elle m'a dit, je n'y avais pas pensé. Je suis entièrement d'accord, voilà. Je vous suis. Voilà. Ça, plus les mutilations, y compris des garçons, qui sont illégales, article 16 du Code civil, sur les nouveau-nés à 8 jours chez les juifs, désolé, mais c'est une réalité, chez certains maghrébins, des gens du monde arabo-musulman, alors que ça n'est pas écrit dans le Coran, mais en général c'est fait plus tard. Mais récemment, des voisins maghrébins m'ont dit qu'ils avaient fait ça à leur fils à 6 mois, parce que soi-disant ça cicatrise mieux à 6 mois, et c'est pas écrit dans le Coran. Non, mais ce que je veux dire, alors, je voudrais introduire quelque chose de très important. Il faut bien séparer les choses qui sont faites, qui sont décidées par des parents avec une personne qui est comment dirais-je, un prêtre ou l'équivalent d'un prêtre, et les choses qui sont faites par un médecin à la demande des parents. Moi, ce qui me préoccupe, et je ne veux pas dire que ce n'est pas important le reste, hein, mais les mutilations ou les gestes sur le sexe des petits garçons ou des petites filles, c'est pas du même ordre,
c'est pas du même registre si vous voulez, de lutte. Quand c'est fait dans le cadre d'une communauté où il y a des problèmes qu'il faut envisager, qui sont propres à la communauté, il faut essayer de comprendre ce qui se passe. On ne peut pas simplement leur tomber dessus et leur dire c'est pas bien. Il faut aussi discuter avec eux. Et on voit ce qui se passe dans certains pays d'Afrique où un certain nombre de gens essayent d'inverser ce genre de processus, mais de manière progressive et en essayant de faire en sorte que ça soit faisable pour tout le monde. Ça, c'est une chose. C'est-à-dire les trucs culturels. Après, il y a les trucs médicaux. De mon point de vue, il est inadmissible qu'un médecin pratique une circoncision ou, comme certains se proposaient de le faire, une mutilation génitale féminine à la demande des parents. C'est pas un geste médical. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc là, dans le domaine médical, il faut absolument dire, ça, ce n'est pas acceptable, parce que c'est pas le rôle des médecins. Le rôle des médecins, c'est sûrement pas d'altérer l'intégrité du corps de quelqu'un sans son consentement. Alors là, il s'agit de petits-enfants, évidemment. Sauf que s'ils ne le font pas faire par un médecin, ça sera dans la famille, ça sera dans des conditions... Mais alors, ça veut dire, madame, si vous dites ça, vous présupposez que ce geste est un geste qui est valide. L'excision féminine, elle est pratiquée par millions, il y a beaucoup de morts, il y a beaucoup de souffrances. Mais ça ne justifie pas que les médecins la pratiquent. Parce que ça veut dire qu'on va valider médicalement une mutilation. Mais d'accord, mais c'est un choix aussi, je comprends votre point de vue, mais je trouve quand même que entre l'avortement à l'époque, Mais c'est pas pareil du tout. C'est pas pareil du tout parce que une femme qui demande à avorter, c'est son corps, c'est sa liberté, c'est elle qui le demande. Une petite fille qu'on mutile, elle a rien demandé, on le lui impose. Donc en fait, le médecin se fait le complice des parents pour la mutiler. Ça n'a rien à voir avec un avortement demandé par une femme. La liberté, parce que le fond de l'affaire, c'est la liberté de la personne. Or, dans le cas des mutilations génitales, l'enfant qu'on mutile n'est pas libre. On décide pour lui. Dans le cas d'une femme qui va demander un avortement, elle est libre, c'est elle qui le demande. C'est son corps. Ça n'a rien à voir. Et il faut pas du tout il faut éviter de comparer les deux, parce que si vous comparez les deux, vous introduisez justement une confusion, c'est-à-dire que vous parlez finalement, vous centrez ça sur les bénéfices présupposés de la technique médicale dans les deux cas, alors qu'en fait le fond de l'affaire, c'est pas les bénéfices supposés de la technique médicale, c'est comment est-ce qu'on aide les gens à être libres ou comment est-ce qu'on est complice de leur oppression. Dans le cas de la mutilation génitale, si vous dites oui, ça sera mieux si c'est un médecin, ça veut dire que vous voulez que les médecins soient complices de l'oppression qui est faite sur les filles ou les garçons. Non, on ne peut pas faire ça. Et je sais que c'est compliqué, je comprends votre point de vue qui est je veux que ça se passe bien. Mais non, dans le cas de la mutilation, il ne faut pas que ça se passe du tout. C'est pas du tout la même chose que l'avortement, où il faut que les femmes soient libres de choisir d'avorter ou pas si elles veulent. Vous voyez ce que je veux dire dans le... Oui, mais la réalité, elle est là. Et vous êtes au niveau de... Vous restez au niveau du concept et de l'idéologie, mais dans le bon sens, du respect, mais dans la réalité de la vie... Je pense qu'il faudrait demander, moi je ne suis pas compétent sur ce sujet, mais je pense qu'il faudrait demander aux groupes qui réfléchissent à la question de la mutilation génitale, si ces groupes pensent que c'est acceptable que ce soit des médecins qui le fassent, parce qu'encore une fois, si c'est les médecins qui le font, c'est une façon de le valider, de le banaliser. Et à mon avis, c'est inacceptable. C'est inacceptable, parce qu'encore une fois, c'est demander aux médecins d'être complices de la décision des parents ou de la décision d'une communauté sur quelqu'un qui n'a rien demandé et qui n'est pas en mesure de dire ce qu'il veut. Et c'est contraire au serment d'Hippocrate, puisque une mutilation, justement, c'est interdit quand ce n'est pas nécessaire pour des raisons médicales, à ma connaissance. L'article 16 du Code civil est clair là-dessus. Oui, et donc le rôle d'un médecin, c'est aussi, justement, puisqu'il nous dit si souvent ce qui est bon pour nous, là, pour le coup, il devrait dire que ce qui est bon, c'est de ne pas mutiler. Il n'y a aucune... Il y avait une intervention derrière. Dire, par rapport aux mutilations sexuelles, il y a vraiment un sujet que je trouve très intéressant, ça concerne en fait les formes d'intersexuation. Et en fait, ce qui est vraiment intéressant à ce sujet, c'est qu'aujourd'hui, on a quand même un large nombre de médecins qui
vont pratiquer des opérations de réassignation sexuelle sur des enfants dont on ne connaît pas encore le genre, c'est-à-dire que c'est des personnes qui sont faites différemment de manière physique et autres, et en fait qui subissent de véritables tortures et qui vont avoir ensuite de très graves répercussions pour la santé, comme les formes d'incontinence, etc. Et c'est un sujet qui est extrêmement important et qui est une autre forme aussi de mutilation sexuelle avalisée par la médecine. Avalisée et imposée d'ailleurs au début. Les organismes de personnes intersexuées vous disent très précisément, nous ce qu'on demande, c'est qu'on foute la paix aux enfants intersexués quand ils sont nés, qu'on les laisse se déterminer sur quel est leur genre quand ils ont l'âge, et c'est relativement tôt, parce qu'à 7-8 ans, un enfant peut dire je suis un garçon ou je suis une fille. Bon. Qu'on les laisse s'autodéterminer quant à leur genre, et qu'on les laisse décider à l'âge adulte s'ils veulent une intervention de vaccination ou non. Parce qu'il y a plein de personnes, vous avez lu Middlesex, si vous n'avez pas lu Middlesex de Jeffrey Eugenides, lisez-le. Middlesex est un roman formidable qui parle d'une personne intersexuée et qui raconte... Est-ce que tu peux juste, en attendant qu'on l'ait lu, raconter en quelques phrases de plus que tout le monde ne connaît pas forcément la question de l'intersexuation? Alors, excusez-moi, la question de l'intersexuation, c'est une question très simple. On pense apparemment que tous les individus naissent hommes et femmes, c'est-à-dire avec femmes avec des ovaires et puis une vulve, un clitoris apparent, ou hommes avec, en gros, 2 testicules et un pénis. Or, en fait, c'est pas vrai. C'est-à-dire qu'il y a, je crois que c'est de l'ordre d'un enfant sur 500, qui naît avec une configuration anatomique extérieure qui n'est pas celle-là. Soit par exemple avec ce qu'on appelle un macro-clitoris, un méga-clitoris, c'est-à-dire un clitoris très long, qui ressemble à un mini-pénis. Soit pour un garçon avec un micro-pénis et un aspect des bourses qui ressemble à des grandes lèvres. Et toutes les variantes anatomiques sont possibles entre ces 2 extrêmes. Pourquoi? Parce que fondamentalement au début, les embryons, ils ont tous, en première approximation, un aspect féminin. Et c'est seulement sous l'effet des hormones auto-fabriquées par l'embryon et le fœtus qu'ils vont se féminiser complètement ou se masculiniser complètement. Le problème, c'est que les cellules ne se transforment que sous l'effet des hormones que si elles ont les récepteurs qu'il faut. Et bien parfois, il n'y a pas de récepteurs. Alors par exemple, à l'extrême, on a ce qu'on appelle... j'oublie le terme médical, mais il y a des individus qui ont un aspect entièrement féminin et qui en fait génétiquement sont des hommes. Et qui pensent jusqu'à leur puberté qu'on découvre que, par exemple, il n'y a pas d'utérus, elles n'ont pas d'utérus, et leurs ovaires en fait sont 2 testicules qui sont restés à l'intérieur de l'abdomen. Elles ont un aspect entièrement féminin. Elles pensent qu'elles sont des femmes parce que elles ont été non seulement imprégnées d'hormones féminines, mais en plus étaient élevées comme des femmes. Et elles se ressentent comme des femmes, mais génétiquement, chromosomiquement et à l'intérieur anatomiquement, en fait, elles ne sont pas des femmes, elles sont des individus qui ont des organes masculins. Bon. Ça n'empêche pas ces personnes d'être parfaitement autonomes, d'être des citoyennes, de prendre des décisions, etc. Le fait d'assigner quand on a une forme intersexuée, un enfant qui a une intersexuation, c'est-à-dire des organes qui ne sont pas strictement masculins ou strictement féminins, souvent c'est très perturbateur évidemment pour les parents. C'est très perturbateur pour les médecins qui le plus souvent ne sont pas habitués à faire face à ça. Et pendant très longtemps, et encore en France, encore aujourd'hui en France, il y a beaucoup de médecins qui disent, vous savez, il faut la réassigner ou le réassigner tout de suite parce que sinon ça risque d'être traumatisant, etc. Je ne pense pas que la chirurgie c'est traumatisant, c'est seulement la psychologie qui va être traumatisante. Mais la chirurgie c'est pas traumatisant. Le problème c'est que, et ça les personnes intersexuées vous le disent, les adultes vous le disent, mais une fois sur 2, les médecins se trompent. Puisqu'ils ne savent pas de quel genre la personne est, puisqu'il n'y a que la personne qui peut dire je suis d'un genre ou de l'autre. Donc elle se trompe. C'est plus facile de réassigner en fille un garçon qui a des organes sexuels non développés de manière canonique
Donc, et alors il y a un livre fameux dont j'oublie le titre, qui est l'histoire du garçon l'histoire du garçon qu'on a voulu transformer en fille, en disant on va le transformer en fille anatomiquement et on va l'élever comme une fille, ça deviendra une fille. Non, c'est toujours resté un garçon, il savait qu'il était un garçon. Et il a fini par se suicider tellement il était... bon. Donc les pressions qui sont exercées de l'extérieur sur les parents pour faire réassigner leur enfant les conduisent parfois à les faire opérer, les médecins les opèrent, et ils créent des catastrophes, parce que, comme vous le disiez, souvent, comme il n'y a pas de problème anatomique, ils ou elles ont une anatomie qui est différente de l'anatomie canonique, mais ils ont des fonctions tout à fait normales. Il y a même personnes qui ont une sexualité, à qui on n'a pas touché, qui ont une sexualité tout à fait satisfaisante. Mais on les mutile, et on les mutile pour des raisons médicales. C'est pour ça que je pense qu'il ne faut surtout pas confier aux médecins le soin de mutiler les enfants. Je pense qu'on peut réparer un enfant qui a une anatomie qui menace sa vie, ça c'est sûr, hein, mais on ne doit pas mutiler les enfants qui vont bien, et on doit laisser à ces enfants le temps de devenir des adultes et de dire « je veux ou je ne veux pas être modifié anatomiquement ou chirurgicalement ». C'est un viol de l'éthique que de l'imposer à des enfants qui n'ont rien demandé et qui ne souffrent pas et qui n'ont pas de maladie ou de problème anatomique qui les met en danger. Donc voilà, ça c'est aussi un problème très important. Est-ce que sur cette question d'intersexualisation, tu sais s'il y a des poursuites qui sont menées contre les médecins, ou quelle forme prend la lutte la France a été condamnée par l'Union européenne, ne serait-ce que pour le traitement qu'on fait subir aux personnes transgenres. Mais les personnes intersexuelles, c'est la même chose. C'est-à-dire que les interventions non consenties par les parents ou contraintes par l'intermédiaire des parents sont considérées comme inacceptables sur le plan du droit international. Alors, encore une fois, je vous renvoie à Middlesex, qui est un très beau roman qui décrit l'enfance, l'adolescence et l'âge adulte d'une personne intersexuée de façon tout à fait comment dirais-je, conforme à la réalité. Et en plus, c'est un magnifique roman. De toute façon, c'est très beau. Et on comprend énormément de choses dans le lisant. Et donc ça m'amène à un point qui m'a étonné et intéressé dans le livre Les Brutants Blancs, sur la judiciarisation des rapports sociaux, qui est en tout cas l'idée communément admise en France, et que les rapports sociaux seraient plus judiciarisés aux États-Unis qu'ici, avec beaucoup de procès des uns envers les autres. Et encore une fois, donc, je parle sous le contrôle de la salle, mais j'ai l'impression qu'en France, on se vante plutôt d'avoir des rapports sociaux moins judiciarisés, de dire « Ah, aux États-Unis, ils sont très procéduriers, on peut rien faire, tout le monde passe son temps chez l'avocat ». C'est en tout cas, moi, une idée que j'entends souvent autour de moi. Et dans le bouquin, l'idée de prendre l'habitude d'attaquer les médecins paraît plutôt pas une mauvaise idée pour améliorer les relations. Et tu expliques que cette peur du procès a aussi des effets positifs chez les médecins, à qui on dit du coup dans la formation, prenez l'habitude de dire la vérité à vos patients, parce que ça va réduire les poursuites. D'une part, si vous leur dites la vérité, vous êtes moins attaquable, puisque vous avez dit la vérité, donc il n'y a pas de raison qu'on vous attaque pour mentir. Mais aussi, on constate qu'un groupe de patients à qui on a dit la vérité, même si c'était une vérité très dure à entendre, et même s'il y a une erreur médicale, va beaucoup moins attaquer en justice que si on lui a caché l'erreur médicale qui s'est passée. Donc je trouvais intéressant, voilà, pour un public français, cette vision un peu différente de la question. C'est des assureurs qui ont appris ça aux médecins américains. Ils leur ont dit, statistiquement, les gens attaquent, alors ils attaquent pour des raisons financières bien entendu, mais toute raison financière étant égale par ailleurs, les gens attaquent, font des procès aux médecins quand ils ont l'impression qu'on leur a menti, qu'ils ont été floués ou qu'on leur a caché quelque chose. Et je disais ça à une émission de télé il y a une dizaine d'années, autour du monde médical, et je rencontre après l'émission de télé un avocat français qui me dit « Je suis absolument d'accord avec vous,
Parmi mes clients, j'ai deux neurochirurgiens. Ils ont le même âge. Ils travaillent dans des services absolument comparables. Ils font le même nombre d'interventions chaque année. Ils ont le même recrutement, parce que les neurochirurgiens, ils ont tous le même recrutement. Il y en a un. Il va voir les patients. Il s'assoit à côté du lit. Il leur parle, il leur explique. Il répond aux questions de la famille. Bon, il est gentil, il sourit, il est compatissant, il explique tout. Il a eu 2 procès en 10 ans. L'autre, c'est un type qui fait la gueule tout le temps, il ne répond pas aux questions, il ne parle pas, il explique rien, et il a 3 procès par an. Et ils ont la même morbidité dans leur service, c'est-à-dire qu'il n'y a pas plus de gens qui meurent chez l'un que chez l'autre. Ce n'est pas une question technique. Bon. Donc ça, c'est très important. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le ressenti des patients et le ressenti de brutalité des patients est inversement proportionnel à l'attitude de bienveillance du médecin. Plus un médecin est bienveillant, moins les gens ont l'impression d'être maltraités. Vous allez me dire, c'est une vérité de la palisse. Oui, mais j'ai l'impression que les médecins, eux, ils ne se rendent pas compte. Enfin, beaucoup de médecins, pas tous, hein, il y a plein de médecins qui sont des gens charmants. Mais ceux qui se comportent comme ça ne se rendent pas compte. Or, c'est élémentaire. Quand on va chez le médecin, on y va parce qu'on est fragilisé, parce qu'on a besoin de quelque chose, parce qu'on a des questions à poser, parce qu'on a peur, parce qu'on a écrit, etc. Si vous êtes face à quelqu'un qui vous accueille en vous disant « Qu'est-ce que vous venez me demander encore ?» Ou bien « Je ne sais pas pourquoi vous venez, mais vous avez 15 kilos de trop, donc d'abord, il va falloir que vous perdiez vos 15 kilos. » Et ça, c'est monnaie courante. Alors, quoi, madame ah, mademoiselle. Alors, vous voulez passer de la pilule au stérilet? Vous avez quel âge? 35 ans? Vous avez des enfants? Non? Vous n'avez pas d'enfants? Ben, il serait temps d'en faire. Bah oui, non mais, je veux dire, moi, les messages que je reçois, c'est ça. C'est l'obscurantisme d'un certain nombre de praticiens qui se comportent vis-à-vis des gens, et en particulier des femmes, non seulement avec paternalisme, mais de manière très conne, fondamentalement. Je veux dire, de quoi je me mêle? De quoi je me mêle? Le problème, c'est que, encore une fois, on ne le perçoit pas, quand on a été accoutumé à avoir ce type de relation avec les professionnels de santé, on ne le perçoit pas toujours comme une violence ou une brutalité. Mais toute proportion gardée, c'est du harcèlement moral. Hein. Je veux dire, ne serait qu'un médecin qui vous parle mal, c'est exactement comme le chef de service ou le collègue qui n'arrête pas de vous dire t'es mal fringué, de toute façon t'es bon à rien, ou t'es bon à rien, etc. C'est exactement la même chose. C'est encore aggravé par le fait que c'est une personne de confiance qu'on va voir parce qu'on va mal, ou parce qu'on va pas très bien, et dont on attend qu'il nous aide à aller mieux. Donc, le harcèlement qui soit moral, que ce soit une... Mais ça peut être l'inverse, ça peut être... Moi combien de fois j'ai entendu des patientes me dire je ne suis plus allé chez ce médecin parce que il me faisait déshabiller entièrement, et puis il me regardait. On peut porter plainte, hein, y compris Bien en sûr. écrivant au procureur. On Bien n'est sûr. pas obligé d'aller à la police pour porter plainte. Bien sûr, bien sûr. Voilà, je l'ai fait récemment à propos d'un médecin, et le procureur a engagé une enquête. Voilà. Alors, pour revenir à la judiciarisation, je suis fatigué, j'ai du mal à dire. Je ne pense pas qu'il faut, et je pense qu'il y a des moments où il faut porter plainte auprès du procureur pour certains actes de médecin. La femme qui m'a raconté l'histoire de son gamin que la pédiatre a décaloté, elle, à mon avis, elle doit porter plainte. Parce que si elle porte plainte, de toute façon, le médecin va être obligé d'aller faire une déposition au commissariat. Et déjà, ça va l'embêter aux entournures. Hein. Parce que quand il y en aura 3 qui auront fait la même chose, peut-être qu'elle ne le fera plus, là, le coup du décalotage. Mais je pense qu'il est très important de garder à l'esprit une chose très simple. C'est ce que vous disiez à propos du code de déontologie. D'abord, il faut télécharger le code de déontologie qui est d'accès gratuit sur le site de l'Ordre des médecins. Et puis, il faut le lire. Et puis là, vous allez voir ce qu'un médecin doit respecter, ce qu'il doit faire et ce qu'il n'a pas le droit de faire. Et donc la première chose, c'est de dire, mais monsieur, par exemple, monsieur ou madame, vous n'avez pas à me parler sur ce ton. Je ne suis pas un enfant de 4 ans, je ne suis pas, comment dirais-je,
votre inférieur, je ne suis pas votre larbin. Je suis capable de comprendre ce que vous m'expliquez si vous prenez le temps de me l'expliquer. Je suis en droit d'avoir des réponses à mes questions, etc. Non, monsieur, vous ne pouvez pas me dire, je n'ai pas le temps de vous répondre. C'est votre boulot. Ça fait partie de vos obligations professionnelles. C'est écrit en toutes lettres dans le code de déontologie. Des fois, j'ai l'impression, quand on m'écrit, que les médecins dont on me parle, ils n'ont pas lu le code de déontologie. Même pas une fois. Alors que, bon, je veux dire, c'est saisissant, ce texte. Hein. C'est vachement intéressant. Les devoirs envers les patients. Donc, c'est ça. C'est garder à l'esprit une chose très simple. C'est que quand vous allez chez un médecin, c'est lui qui a des obligations, ou elle qui a des obligations vis-à-vis de vous. C'est pas vous qui avez l'obligation d'être déférent et d'accepter ce qu'il ou elle vous dit. Et c'est vrai que c'est un paradigme complètement différent de celui dans lequel on a été, comment dirais-je, élevé dans ce pays, et dans lequel on continue à être un petit peu poussé dans ce pays. C'est en train de changer. La preuve, c'est qu'il y a plein de gens qui ne l'acceptent plus, mais c'est très compliqué de faire bouger une culture comme celle-là et de la faire bouger de façon importante et massive. Ça prend du temps, quoi. Il y avait une question. Oui, vous aviez une question? Ah, il y a une autre question derrière. Ah, Oui. Tu veux y aller? Tu veux y aller? Ouais. Non, c'était j'avais deux trucs sur la question du temps. Oui. Je me demandais dans quelle mesure est-ce qu'il y a des endroits, des pays, des législations, où il y a des espèces de normes de temps de rendez-vous. Il y a des médecins qui calent des rendez-vous les 10-15 minutes. Donc en 10-15 minutes, on a le temps de recevoir une adolescente et de lui dire tu vas prendre telle pilule, c'est très bien pour toi. On a moins de temps de lui présenter toutes les formes de contraception, etc. Et je trouve qu'il y a un truc, quand on va chez le médecin, de pression très très forte de la salle d'attente pleine. Enfin, où en fait, il y a une mère avec 5 gosses, dont un qui a l'air super malade, une vieille dame qui a l'air beaucoup plus malade que nous parce que nous on est jeunes, ou que machin. Enfin, en fait, il y a une espèce de forme de pression comme ça, où on se dit qu'il y a toujours plus grave que nous derrière, et que par ailleurs le médecin n'a effectivement pas le temps, parce qu'en fait, on voit qu'il y a 30 personnes derrière. Et que, enfin, voilà, s'il y a des endroits où il y a des trucs qu'on impose, le fait qu'il faut avoir tant de temps entre chaque consultation. Non, mais je dirais que d'abord, bon, moi j'avais des après-midi de consultation où j'invitais les patients qui avaient tel type de problème à venir préférentiellement cet après-midi-là, par exemple. Donc on peut s'organiser pour répondre à certains types de demandes, comment dirais-je, de manière adéquate, non seulement dans son temps de travail, mais aussi pour les attentes des patients. Mais il y a autre chose. Prenez l'exemple de la contraception. Pourquoi j'ai publié un livre sur la contraception? Pourquoi j'ai un site sur lequel il y a plein d'infos sur la contraception? Parce que je pense que la meilleure contraception, c'est celle que la femme ou l'homme, si c'est lui qui veut choisir, choisisse. Mais deuxièmement, c'est que je pense que pour ce qui concerne la contraception, plus les gens sont prévenus avant, moins ça prend de temps à prescrire. Vous comprenez ce que je veux dire? Si vous entrez, quand une femme entrait d'emblée en me disant je veux me faire poser un stérilet, je disais très bien madame, je discutais avec elle pour m'assurer qu'il n'y avait pas de problème ou qu'elle connaissait bien tous les éléments, mais ça prenait pas 3 heures. Oui, non, mais là-dessus peut-être, mais je veux dire, quand il y a besoin d'expliquer en fait une maladie, une recherche, des examens, des choses plus compliquées, en fait ça prend du temps. Donc la deuxième chose, c'est que les explications et le fait de prendre le temps pour expliquer aux gens et pour répondre aux questions, c'est une obligation du professionnel. C'est pas au patient de décider que le médecin doit prendre du temps ou pas. C'est-à-dire que quand vous rentrez chez le médecin, stricto sensu, vous êtes le seul patient dont il s'occupe. D'accord, il y en a 25 derrière, mais c'est pas votre problème. C'est son problème. Et son problème, c'est que son obligation, c'est de répondre le mieux possible à vos demandes. Vous voyez ce que je veux dire? Et de deux choses l'une, et moi ça m'est arrivé d'avoir des salles d'attente pleines, de deux choses l'une, ou bien on peut répondre en très peu de temps, et il y a de nombreuses situations dans lesquelles on peut répondre en très peu de temps, à condition, premièrement, d'écouter ce que les gens disent, et on va très vite au but, et deuxièmement, à condition de répondre simplement et de manière utile. Très souvent, parce que l'immense majorité des gens n'ont pas les maladies graves, on peut leur répondre de manière utile, rapide, efficace,
Et par exemple, aujourd'hui en plus c'est encore plus facile. À la fin de ma pratique dans les années 2005-2008, moi je donnais mon adresse courriel en disant aux personnes que je voyais, si vous avez une question supplémentaire à me poser, à laquelle vous n'avez pas pensé, ou qui vous vient après être sortie, posez-le-moi par courriel. Il y a des moyens de communication. Il y a des médecins américains qui ont pris l'habitude de donner leur numéro de cellulaire à leurs médecins, à leurs patients, et de répondre par texto. Il y a des moyens de communication extraordinaires qui permettent justement de ne pas passer des heures quand ça n'est pas nécessaire. Mais le patient qui a besoin qu'on passe 3 quarts d'heure avec lui, il faut passer 3 quarts d'heure avec lui. Et les médecins qui sont investis dans leur travail, ils expliquent ça à tous leurs patients. Ils leur disent, écoutez, des fois vous allez attendre parce que celui ou celle avec qui je suis, il a besoin de 3 quarts d'heure. Et sur le temps, tu peux peut-être raconter l'histoire des expériences qui ont été faites sur le temps que parlent les gens si on ne leur coupe pas la parole, voilà. Et le temps qu'effectivement les médecins laissent parler les gens. Voilà, c'est assez court, c'est assez parlant sur cette question. Voilà, donc il y a eu des enquêtes qui ont été faites sur... ça a commencé en Angleterre, mais on en a fait en France aussi un petit peu, on commence à en faire. C'est on met des caméras et puis on mesure des micros et on mesure le temps que les médecins laissent les patients parler quand ils arrivent avant de les interrompre. Et puis on fait un autre groupe dans lequel on dit aux médecins, vous n'interrompez pas le patient tant qu'il ne s'est pas arrêté. Vous ne prenez la parole que quand il s'arrête. Vous ne l'interrompez pas. On s'est rendu compte avec stupéfaction que quand les médecins font ce qu'ils veulent, ils interrompent les gens au bout de, je sais pas moi, 1 minute et demie. Mais quand on laisse parler les patients, ils parlent 2 minutes ou 2 minutes et demie. C'est-à-dire pas beaucoup plus longtemps. La différence, c'est quoi? La différence, c'est que les patients qu'on a laissé parler, quand ils sortent, se sentent mieux, plus satisfaits que les patients qu'on a interrompus. L'idée étant que les gens se sentent plutôt mieux en sortant qu'en rentrant, à pathologie identique, hein, vous comprenez, et à traitement identique. L'idée étant que les gens se sentent plus satisfaits en rentrant qu'en sortant. Et vous voyez aussi que si vous êtes face à quelqu'un qui a l'habitude de vous écouter, quand vous arrivez, vous êtes plus en confiance que quand c'est quelqu'un qui vous interrompt tout le temps. Ou quand c'est quelqu'un qui vous engueule. Ou quand c'est quelqu'un qui vous insulte. Les femmes en surpoids qui décrivent les tombereaux d'injures qu'on leur donne, elles disent, bah, le type qui m'insulte, forcément, je ne vais pas retourner le voir. Ou la femme qui m'insulte, je ne vais pas retourner la voir. Donc, il y a une sélection qui se fait dans la manière que les médecins ont de s'adresser aux gens. Et bien voilà, rien que le fait d'interrompre ou de ne pas interrompre, ça change la perception des individus. Une autre chose qui est très importante aussi, c'est que quand on laisse les patients parler, ils vont, parce que quelqu'un qui parle et qui vient parler à un médecin qu'il ne connaît pas, il va prendre des circonvolutions, parce qu'il va vouloir présenter un motif qui lui paraît être correct pour le médecin qu'il va voir. Donc il est obligé de nous voyer. Donc en le laissant parler, on le finit à aller au but. C'est une vieille technique qu'on apprend quand on écoute un peu les gens. Tandis que le patient qui sait que le médecin va l'écouter parce qu'il l'écoute d'habitude, il va droit au but, il n'a pas besoin de nous voyer. Il sait que de toute façon, le motif de consultation, si le médecin a l'habitude d'accepter tous les motifs de consultation et considérer que tous les motifs de consultation sont valides à écouter, ben il va aller droit au but. Donc on gagne du temps. Mais tout ça, tout ce que je vous dis, c'est pas enseigné aux médecins. C'est pas enseigné aux étudiants en médecine. Bon, en France, il y a certains pays où on en parle. On va prendre l'intervention là et ensuite on reviendra à un autre petit extrait. Je vais revenir sur ce que vous disiez, à savoir lire le code de déontologie et du coup se dire, bon en fait, vous devez faire ça fait partie de vos attributions, vous devez faire ça. Vous devez prendre le temps de faire ci, vous ne devez pas me parler mal, etc. Le problème, c'est que quand on va chez un praticien, c'est que déjà on ne se sent pas très bien. Alors en plus, on a du mal à avoir cette confiance et cet aplomb qui peut nous permettre de dire en fait là je ne suis pas d'accord, vous allez trop loin. Et quand on arrive à le faire parce que là ça va vraiment trop loin, en fait on se prend une telle morgue en face qui est très très difficile, de sortir, de ne pas tomber en larmes ou de sortir normalement en fait du cabinet, et surtout après de se dire en fait mais qu'est-ce qui m'a pris de dire ça. Et du coup je voulais savoir si il y avait quelque chose, enfin je pose la question à tout le monde en fait, de se dire bon alors là ça y est j'ai réussi à le dire, maintenant comment je fais pour réussir à pas m'effondrer sous la réaction paternaliste, sexiste ou classiste
Parce qu'après tout, en fait, la personne aura beau jeu de répondre, en fait, moi j'ai fait des études pour ça, donc j'ai le droit de vous dire tout ce qui me passe par la tête, en fait, sur la question. Enfin, c'est une question ouverte. Hein, vous voyez bien que, par exemple, quelqu'un qui vous dit « moi j'ai fait des études », ah oui, non, mais... c'est une posture de classe. Oui, bien sûr. C'est une posture de classe. Bon, il y a diverses façons de faire ça. D'abord, je pense qu'un individu averti en vaut deux. C'est-à-dire que c'est toujours moins difficile quand on sait, quand on a réfléchi à ça avant. Et c'est pour ça que je pense que les débats et les échanges sont très importants pour se préparer à ce genre de choses. Ensuite, il y a des degrés. Tout dépend du type de consultation qu'on veut avoir. Je me souviens très bien que très souvent, quand je recevais des jeunes filles en consultation qui voulaient une contraception, souvent elles ne venaient pas toutes seules. Elles venaient avec une copine, ou elles venaient avec leur sœur, leur cousine, enfin. Et personne ne peut vous empêcher de rentrer dans le cabinet d'un médecin avec quelqu'un en disant « je veux être accompagné ». Mais bien sûr, on ne peut pas refuser. On ne peut pas refuser de vous recevoir accompagné. On ne peut pas. C'est vous, patiente, c'est vous, la patiente, c'est vous qui décidez avec vous. Imaginez que vous y alliez. Alors, là aussi, il y a des postures sexistes. C'est-à-dire qu'il y a des médecins qui accepteront que vous rentriez si vous êtes, par exemple, avec un homme. Ça veut dire que déjà, il y a une attitude hétérocentrique, c'est-à-dire qu'une femme accompagnée par un homme, ça, on peut la recevoir si l'homme est avec. Parce que si elle est avec une autre femme, ouais, bon, ben, non. Mais vous avez absolument le droit d'être examiné, en tout cas de consulter un médecin avec un ou une accompagnante. La meilleure preuve, c'est que si vous étiez une adolescente et que votre mère vous accompagnait, il pourrait à la rigueur vous proposer de vous recevoir toute seule si vous vouliez bénéficier de la confidentialité, mais il ne pourrait pas vous empêcher de dire non, je ne veux pas, mère reste. Vous comprenez? Bon, donc, ça c'est aussi... Et évidemment, plus la consultation est une consultation susceptible d'être lourde, plus vous êtes en droit de demander à quelqu'un de vous accompagner pour une raison très simple, c'est que la personne qui prend les informations, qui pose les questions, elle est elle-même, comme vous le disiez exactement, elle est vulnérable, elle est dans un état probablement de susceptibilité qui est important, mais l'autre l'est beaucoup moins. L'autre peut prendre des notes, l'autre peut se souvenir de questions que vous aviez préparées avant et que vous êtes tout en train d'oublier, l'autre peut dire mais monsieur, je ne comprends pas pourquoi vous lui parlez comme ça. C'est beaucoup plus difficile pour un praticien de faire face à deux personnes qu'à une. Bon. Donc il y a des degrés, si vous voulez. Ensuite, il y a aussi d'autres, alors c'est ce que je suggère aussi dans le livre, il y a des attitudes, si vous voulez, il y a des méthodes qui sont indirectes. Par exemple, vous avez été confronté à un médecin, homme ou femme, qui vous a parlé de manière que vous considérez comme agressive et inacceptable. C'est peut-être occasionnel, si c'était la première fois par exemple. Vous êtes parfaitement en droit de prendre votre plume, votre papier, de lui écrire, de lui adresser une lettre en lui disant « Monsieur, madame, voilà comment j'ai ressenti la consultation. Je ne trouve pas ça normal pour tel et tel type de raison. » Et vous citez le code de déontologie. Et il faut citer le code de déontologie. Parce que le code de déontologie, il n'appartient pas aux médecins. Il est fait pour protéger la population. Et vous lui dites, je veux espérer que c'était un incident isolé. Et pour cette raison, je vais retourner vous voir un de ces jours pour tel... Et puis là, vous allez voir, il y a des gens qui sont tellement stupides qu'ils vont vous répondre une lettre idiote. Alors là, il ne faut pas y retourner, mais vous pouvez dire, ben voilà, vous pouvez envoyer ça, par exemple, à la Sécurité sociale, le Conseil de l'ordre, en disant, ben voilà, le docteur machin, j'ai un échange, et voilà comment il me parle. Et puis vous pouvez le placarder, parce que vous avez absolument le droit de le diffuser comme information. Monsieur machin ou madame machin se comporte de manière inadmissible pour telle et telle raison. Vous êtes une citoyenne. Vous feriez exactement la même chose si vous disiez, le garagiste là, il m'a réparé ma voiture de travers et il m'a fusillé mon moteur. En écrivant à Que Choisir ou à l'association des consommateurs. Il n'y a aucune raison de ne pas le faire pour les médecins. Vous voyez, il y a des degrés de réaction possibles. Après, je sais que ce n'est pas facile pour tout le monde, mais je pense que pour ceux... Je donne toujours enfin, depuis quelques jours, ça m'est venu, c'est... Chacun de vous, potentiellement, par rapport aux maltraitances qui sont faites
aussi bien par des médecins praticiens que dans des hôpitaux, chacun de vous peut être Rosa Parks. Vous savez qui c'est Rosa Parks? C'est la première femme noire qui a dit « Je ne m'assierai pas dans le fond du bus parce que je suis noire ». Elle s'est assise devant. Et ça a donné lieu à tous les mouvements des droits civils dans les années 50 aux États-Unis. La situation n'est pas du tout aussi dramatique que la ségrégation, mais c'est le geste qui est important. Chacun de vous peut dire non. Plus il y en a qui disent non, oui. C'est justement, je fais un mini témoignage par rapport à ça et qui recoupe l'idée de temps trop court. C'est juste le fait de manière peut-être un peu plus humble que Rosa Parks, mais de le dire en fait. Moi ça m'est arrivé une fois et parce que justement c'était une consultation où j'ai su à la fin que j'avais que 3 thèmes et 15 minutes pour la consultation. Et moi je suis pas habituée du tout à ça et du coup il y a eu, j'ai dit en fait que c'était violent et que moi j'avais d'autres choses à dire et que en fait j'avais dit des petites choses pour arriver au plus important et que du coup j'avais plus le temps. Et du coup la réponse avait été qu'il y avait des gens qu'elle essayait de répondre à une grosse demande et qu'il n'y avait pas assez de personnes pour répondre à ça, donc elle ne pouvait pas faire autrement, qu'elle avait des charges à payer et que du coup il fallait faire rentrer de l'argent, quoi, et qu'elle allait partir en congé et que du coup elle n'avait pas le temps. Voilà, elle avait autre chose à penser en fait et que là elle avait envie de partir en fait. Voilà. Mais je pense que juste le fait de l'avoir dit, ça peut déjà conscientiser un peu, parce que moi je l'avais jamais dit jusque-là, déjà ça fait du bien. Et puis après, en fait, juste d'avoir ce retour, en disant, bah, on ne consent pas à cette façon de faire. Vous dites quelque chose de très important, c'est qu'il faut le dire pour soi. C'est pas pour le médecin que vous dites, c'est pour soi. Tout à l'heure, un couple de mes amis, lui est malade, il a une tumeur du cerveau et il a déjà été opéré. Bon, enfin, c'est une histoire longue et compliquée, je vous passe les détails. On le fait hospitaliser pour 3 jours. Prévu, une hospitalisation de 3 jours, on le fait rentrer hier soir. On doit lui faire une opération complémentaire. Le lendemain matin, il appelle sa compagne et il lui dit « Je suis sortant ». Comment ça t'es sortant? Ils t'ont rien fait encore. Ben, je suis sortant parce qu'ils n'ont pas trouvé d'anesthésiste. Ils l'ont laissé poireauter 4 ou 5 heures avant de lui expliquer qu'ils n'avaient pas d'anesthésiste, donc qu'ils ne pouvaient pas lui faire le geste. Première violence. Personne n'est venu le lui expliquer. Il a fallu que sa femme, qui est médecin, téléphone pour demander qu'est-ce qui se passe. Et au moment où finalement il savait qu'il fallait qu'il sorte, la personne aidante, c'est-à-dire le membre d'association qui vient donner un coup de main parce qu'il a besoin de... L'épouse travaille, lui il a besoin qu'on l'aide dans la journée, donc l'aidant qui venait l'aider est allé voir le médecin en disant « Bon ben, j'emmène monsieur machin à l'extérieur. » Et le médecin, et l'infirmière a dit « Ah ben non, le médecin il n'est pas là pour signer la décharge. » Elle a dit « Non. Vous devez me signer la décharge et me laisser sortir, et vous allez arrêter de nous opprimer avec ça. » Et alors, et donc, elle a été embêtée, elle est allée chercher l'anesthésiste ou je ne sais plus quoi, le médecin du coin, qui a dit « Bah oui, mais le chef de service n'est pas là. » Il dit « Non, 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 il n'y a pas de chef de service. Si vous êtes en mesure de prescrire quelque chose, vous êtes aussi en mesure de me signer mon papier pour faire sortir ce monsieur, m'appeler l'ambulance pour que je l'emmène chez lui. » Et il lui a raconté, il a raconté à mon ami, il lui a dit « J'ai fait ça pour la première fois de ma vie, je me suis mis en colère et j'ai dit « Non, on n'est pas en prison ici. Le patient, il a besoin de rentrer chez lui, qu'on s'occupe de lui. » Je l'ai dit parce que l'autre jour, j'ai entendu un type, je ne sais pas qui c'est, qui disait à la radio « Vous n'êtes pas des sujets, des objets pour les médecins, vous devez dire ce que vous voulez et c'est aux médecins de vous servir. » Bon, en l'occurrence, c'était moi. Mais plus, ce que je veux dire, excusez-moi, je finis. Donc, vous avez absolument raison. Et l'aidant en question a dit, ça m'a fait un bien fou. Alors que d'habitude, c'est quelqu'un qui fait toujours les choses de façon douce, délicate, respectueuse, qui ne veut pas de conflit, tout ça. Il me dit, ça m'a fait un bien fou. Il lui a dit, ça m'a fait un bien fou parce que j'avais l'impression, là, que je devenais un soignant qui était du côté du patient et pas simplement quelqu'un qui ramassait les pots cassés.
c'est encore plus important pour le patient lui-même. Cela étant, je suis d'accord avec vous, c'est pas facile. J'ai été dans la situation d'être patient, y compris quand on est médecin, c'est pas facile. Parce que c'est une situation qui, de toute façon, est comment dirais-je, asymétrique. Mais évidemment, tout dépend de la personne qu'on a en face de soi. La dernière chose aussi que je dis, c'est que vous avez l'impression d'être insulté ou d'être maltraité par un médecin, vous prenez vos clics et vos claques et vous sortez et vous partez sans payer. Et c'est très important de partir sans payer. Parce que vous ne payez jamais l'accès au médecin. Ce que vous payez, c'est les actes qui ont été faits. S'il n'y a pas eu d'acte, et si en plus on vous a maltraité, vous n'avez pas à payer. Et si on vous fait une remarque, on vous dit, ben, c'est pas un problème, parce que si vous vous demandez que je vous paye absolument, j'écris à la Sécu en disant que vous m'avez fait payer un acte que vous n'avez pas fait. Et là, vous aurez des soucis. Beaucoup plus qu'avec moi. Donc c'est très important d'affirmer que vous êtes des personnes autonomes et que le médecin, il n'est pas là pour vous donner des ordres et il n'est surtout pas là pour vous maltraiter. Voilà, excusez-moi. Pour compléter un peu, oui. voilà, il y a cette brochure qui s'appelle « S'armer jusqu'aux lèvres » qui voilà, propose un peu des choses autour de l'autodéfense dans les cabinets gynécologiques et dont certaines propositions rejoignent les tiennes, mais elles ont pas été faites avec des médecins. C'est une brochure qui a été faite par un collectif dans les Cévennes de femmes qui se sont retrouvées pendant des mois pour rédiger cette brochure et se demander voilà, comment faire pour aider des femmes à se sentir mieux devant le médecin et qu'est-ce qu'il faut mettre en place pour que ça se passe différemment. Donc il y a voilà, la question de l'accompagnement, elle est assez centrale dans leur brochure, mais il y a aussi par exemple une sorte de questionnaire qui permet de se renforcer sur qu'est-ce que nous on a envie de poser comme question. Et donc le questionnaire, c'est qu'est-ce que je veux poser avant. Donc on se prépare un peu avant la consultation, et puis ça permet aussi d'être un peu plus à se dire bon ben comment ça va se passer pendant, et ensuite après il y a d'autres questions sur comment je ressens ce qui s'est passé, est-ce que j'ai eu des réponses à mes questions, et donc c'est assez intéressant, elles ont élaboré ce questionnaire, et puis voilà, elles font aussi un travail un peu plus approfondi sur aussi des petites méthodes pour se soigner sur certaines choses sans aller forcément voir un gynécologue. Donc il y en avait quelques-unes sur la table, je ne sais pas s'il en reste. En tout cas, c'est sur infokiosque.net. Et voilà, et en plus, c'est un collectif qui travaille beaucoup sur ces questions et qui va là circuler un peu pour faire des petites scénettes du théâtre de l'opprimé, pour mettre en scène en fait des choses qui ont été vécues dans les cabinets de gynécologie, et puis permettre aussi que les choses soient transmises et puis de faire réagir les personnes autour de maltraitance. Et cette brochure, elle est née après des abus sexuels d'un gynécologue de leur région, voilà, qui avait commis plusieurs abus sexuels, et c'est à partir de là et à partir, je crois, de son acquittement, que je ne dise pas de bêtises. Non. Enfin, en tout cas, le gynécologue mis en examen pour viol exerce toujours à l'hôpital d'Alès. Ça, c'est un texte voilà, qu'elles avaient écrit. Donc, c'est en tout cas un gynécologue qui n'est toujours pas vraiment condamné, ou alors qui exerce toujours. Voilà, c'est à partir de là qu'elles ont décidé d'écrire cette brochure. Voilà pour cette question. Après, moi, j'avais envie de continuer. On verra jusqu'où on peut aller, mais sur une question qui nous semblait intéressante aussi cette année, c'est et d'ailleurs dans le livre Les Brutes en blanc, il y a un peu fait référence à cette question du soignant, être docteur ou être soignant, et comment les docteurs ont du mal à se mettre à niveau de je ne suis qu'un soignant. En fait, ils ont toujours envie d'être docteur parce que ça fait mieux en société, ça fait mieux dans les familles, et c'est vrai que c'est un statut privilégié voilà, de pouvoir. Et donc, il y a cette idée qu'il faudrait faire plus équipe en fait, dans les équipes médicales, et que les docteurs se mettent, décident aussi d'élaborer des diagnostics avec des sages-femmes, avec des infirmiers, des infirmières, et aussi prennent le temps en fait, d'entendre que les infirmiers et les infirmières, elles ont aussi des compétences tout à fait valables, et au lieu de décider seules. Et donc, comme j'en ai un peu parlé au début, là, le métier de sage-femme était assez révélateur sur ces questions-là,
puisque les sages-femmes se sont retrouvées, enfin on leur a confisqué leur savoir au moment notamment de la chasse aux sorcières et de l'avènement de la médecine et de la science moderne, lorsque au moment donc des chasses aux sorcières, les premières en fait qui étaient brûlées, les premières qui étaient torturées, qui étaient poursuivies et menacées, c'était les femmes qui avaient le savoir médicinal, le savoir de l'avortement, le savoir de l'accouchement. Et c'est ces femmes-là qui donc ont été les premières visées parce qu'elles avaient voilà, finalement aussi le pouvoir de soigner. Et donc petit à petit, ce sont les médecins hommes qui ont pris leur place pour faire accoucher les femmes. Et c'est un peu comme ça que ce métier, en fait, c'est l'héritage de ce métier-là qui fait que encore aujourd'hui, on va appeler le gynécologue, la sage-femme va faire un travail d'accompagnement, mais va pas toujours pouvoir aller jusqu'au bout pour l'accouchement, ou alors encore plus important, je pense, parce que nous sommes encore trop peu à le savoir, la sage-femme, on va encore penser qu'elle ne peut faire que de l'accompagnement à l'accouchement, alors même qu'en fait, elle est tout à fait capable d'accompagner les femmes dans leur vie sans pathologie, leur vie en physiologie, c'est-à-dire voilà, la prescription de pilules, la pose de stérilet, les sages-femmes peuvent le faire. Et d'ailleurs, souvent, ça peut être une manière aussi d'éviter les gynécologues quand on a eu des expériences trop violentes. Et voilà, c'est des personnes, en fait, à qui on leur a un peu refusé cet espace-là et elles le reprennent un petit peu. Enfin, en tout cas, nous, on a essayé de mettre un peu en valeur ces luttes de sages-femmes qui aussi voilà, disent que leur boulot, c'est aussi autre chose que juste quelques compétences. D'autant que cette année, voilà, elles ont de nouvelles compétences, c'est-à-dire qu'elles peuvent notamment délivrer la pilule abortive, c'est ça, alors que ce n'était pas le cas auparavant. Et ça a été un combat, il faut vraiment, c'est pas facile puisque les gynécologues et notamment les syndicats de gynécologues ont réagi fortement en disant que, en s'inquiétant de se dire que ça allait peut-être finalement leur prendre un peu leur place, quoi. Enfin que, oulala, peut-être les femmes allaient être pas si bien soignées si c'était les sages-femmes qui s'en occupaient. Donc pour nous, voilà, c'était important d'en parler parce que notamment la personne qui a écrit ce texte, Charmila, qui n'est pas là et qui habite Marseille, a interrogé énormément de sages-femmes sur leurs pratiques et la manière dont voilà, elles vivent leur métier. Elle a aussi... c'est un métier assez intéressant puisque voilà, ça prend la place dans différents espaces tout au long de la vie d'une femme. Et elle est allée aussi voir les nouvelles expériences de tentatives, qui fonctionnent d'ailleurs très bien, d'accoucher sans médicalisation excessive, donc des accouchements sans médecin, sans gynécologue, avec une équipe de sages-femmes, ou une sage-femme en fait qui a suivi et qui fait ce travail-là. Et donc il n'y a pas de péridurale, et c'est donc des plateaux techniques dans les hôpitaux ou des maisons de naissance. Et donc le texte explique bien en fait en quoi l'idée ne serait pas d'avoir un idéal on revient en fait à une époque où il n'y a pas de péridurale et puis plus personne n'en utilise, mais simplement de dire qu'en fait on est entré dans une période où la péridurale est imposée et essayer de remettre en avant le choix et la possibilité pour celles qui ne veulent pas la péridurale que ça se passe bien également, quoi. De ne pas se faire engueuler par les médecins, de ne pas se faire titiller parce que quand même on a l'air d'une babose parce qu'on veut faire une péridurale. Et donc c'est des choses qui sont très fréquentes. Et ces sages-femmes voilà, tentent de remettre un peu en place aussi une liaison de femmes dans ces moments-là de vie, au moment notamment de l'accouchement. Voilà, et j'avais donc un petit extrait qui permettra peut-être de parler aussi de comment on apprend, de l'apprentissage en fait de ce métier, de son évolution, et puis du rapport au médecin et à l'hôpital. Donc c'est un extrait, la personne qui a écrit ce texte, régulièrement en fait elle parle d'elle-même, elle parle de son vécu des 2 dernières années. 27 mai 2014, c'est ma DPA. Comprendre, date prévue d'accouchement. Seulement, l'enfant en moi ne semble toujours pas disposé à sortir.
Je me rends à l'hôpital pour des examens de contrôle. La jeune sage-femme qui fait les échographies m'annonce « Il n'y a plus assez de liquide amniotique, il va falloir déclencher l'accouchement par une perfusion de syntocine, une hormone de synthèse. » Au détour du couloir, je croise Olivia, la sage-femme qui a suivi ma grossesse. Elle me dit à voix basse « Demandez à la sage-femme des urgences de vous faire un décollement des membranes, ça peut marcher, ça vous évitera le symptôme. Vous avez de la chance, c'est Véro aujourd'hui, je vais lui en toucher 2 mots. » Je rencontre Véronique donc, la cinquantaine passée, sourire aux lèvres, ravie de faire ce décollement qui consiste à passer les doigts autour du col de l'utérus pour stimuler la production d'hormones localement. Personne ne demande plus ça, ce n'est même plus enseigné comme geste. Je ne comprends pas tout, mais me réjouis de la voir si heureuse et de trouver une autre solution que le déclenchement médicamenteux. Quelques minutes après, je sens les contractions arriver, comme des vagues, devenir de plus en plus fortes et régulières. Ça peut peut-être nous permettre aussi de parler de la question de la prise d'hormones, à quel moment ça arrive un peu maintenant dans nos vies, c'est quand même assez important, et comment c'est remis en cause aussi aujourd'hui. Il y a de plus en plus de personnes qui refusent de prendre des hormones, que ce soit là pour cette raison-là ou de prendre la pilule. Ce que ça souligne aussi, c'est le fait qu'il y a des... Bon, pour que ce soit bien clair, moi je suis un scientifique, c'est-à-dire que je considère qu'il faut examiner une pratique ou il faut examiner une hypothèse et essayer de voir si effectivement elle est avérée ou non. Cela étant, il y a beaucoup de pratiques traditionnelles qui étaient empiriques et qui fonctionnaient bien et qui, quand on les examine, ne sont pas dangereuses. Il y en a d'autres qui le sont. À ce moment-là, il faut pas les ou ne servent à rien. À ce moment-là, il faut les éliminer. Mais la médicalisation de l'accouchement, par exemple, a oblitéré plein de pratiques traditionnelles qui pouvaient avoir un grand intérêt. Est-ce que vous avez déjà vu, certains ou certaines d'entre vous ont peut-être déjà vu la série Call the Midwife, qui est une série appelée La Sage-Femme, c'est une série britannique qui passe sur la BBC. Je vous invite à regarder ça, emprunter les DVD des premières saisons. C'est merveilleux. Ça parle de sages-femmes dans les années 50, à Londres, dans des quartiers pauvres. Et moi, ce qui m'a stupéfait, c'est qu'il y a 1 ou 2 accouchements par épisode, et les femmes accouchent dans toutes les positions possibles et imaginables. Et les sages-femmes les laissent faire. Enfin, je veux dire, elles tolèrent parfaitement qu'elles soient debout, accroupies, les pieds au plafond, enfin, peu importe. Elles les accouchent comme les femmes ont envie d'accoucher. Ça, déjà, c'est beaucoup plus proche de la réalité, parce qu'il y a par exemple aussi des pays dans lesquels les femmes, des pays ou des zones dans lesquelles les femmes ont l'habitude d'aller accoucher toutes seules. Elles savent qu'elles accouchent toutes seules. Ça peut effectivement être un peu risqué de temps en temps, mais culturellement, c'est comme ça. Donc, il n'y a pas de normes en matière d'accouchement. Il n'y a que des précautions qu'on peut prendre pour que ça se passe le mieux possible. Mais en France et dans beaucoup de pays industrialisés, le problème c'est que les normes, les précautions qu'on a prises sont devenues des dogmes qui s'imposent aux femmes, au lieu de servir d'outils en cas de problème. Alors là, on a un exemple tout à fait de, est-ce qu'il faut déclencher, d'abord, quand est-ce qu'on doit déclencher? Il y a des gens qui disent que on peut attendre jusqu'à 8 à 10 jours après la date théorique de l'accouchement pour se dire il y a un problème. Le fait qu'il y ait du liquide amniotique, ça c'est, je veux dire, c'est plus par exemple les mouvements du fœtus, est-ce qu'il a un cœur qui va bien, etc. Des fois, il vaut mieux pas toucher à un fœtus qui va bien. Mais effectivement, si on doit déclencher, il y a des pays dans lesquels on compare les méthodes. Syntocinon, décollement des membranes aux doigts, etc. Et c'est ça l'attitude scientifique, c'est se dire qu'est-ce qui va être à efficacité identique, le moins traumatisant, le moins brutal, et donc le moins médicalisé, souvent. Et c'est très important de favoriser la survivance et la transmission de ces méthodes qui sont des méthodes anciennes, qui sont des méthodes empiriques, mais qui ont un intérêt, et qui ne doivent pas être laminées ou éliminées par la médicalisation.
c'est aussi très important, l'extrait dit que la femme, elle ait son mot à dire. Parce que j'ai envie qu'on me pose une paire de circoncision. Est-ce que c'est sûr que c'est nécessaire? Est-ce que je ne peux pas attendre 2 jours de plus? Est-ce que c'est vraiment dangereux pour le fœtus que j'attende 2 jours de plus? Les rapports sexuels déclenchent l'accouchement. Est-ce qu'il ne vaudrait pas mieux que je rentre chez moi et que je fasse des galipettes, si je suis hétérosexuel, et si je suis homosexuel aussi, parce qu'il n'y a pas... Mais bon, classiquement, ce qu'on dit, c'est que c'est le sperme qui déclenche l'accouchement, donc c'est un peu plus difficile quand on est homosexuel, mais c'est pas sûr que ça marche pas aussi. Bon. Donc voilà, est-ce que c'est absolument nécessaire d'avoir un produit chimique dans la veine? Je crois qu'on est en droit de poser ces questions-là, et en particulier les femmes enceintes, elles sont en droit de poser ces questions-là. Ce qu'on laisse entendre souvent aux femmes enceintes, c'est que dès que la date a été atteinte, ou dès qu'il y a ceci, il faut faire quelque chose tout de suite. Or, le plus souvent, c'est pas vrai. On n'est pas à quelques heures près. Des fois, on n'est même pas à 2 ou 3 jours près. Il y a une sorte d'insistance de la part du corps médical sur l'urgence. Il y a un fœtus qui va bien, qui a un cœur qui bat normalement, qui a des mouvements normaux. On ne voit pas pourquoi, forcément, on se précipiterait sur la femme pour la faire accoucher. Et même maintenant à l'hôpital public, des normes de temps, donc ça renvoie encore à la question du temps, puisque maintenant on pose effectivement une sorte de moyenne. Voilà, une femme à partir de où elle en est dans son accouchement, ben maintenant il va falloir que ça dure que 30 minutes, puis 1 heure, et on va effectivement essayer d'accélérer les choses. Et la personne raconte d'ailleurs dans ce récit qu'elle a eu la chance d'avoir une sage-femme qui la laisse en fait tranquillement prendre le temps, mais que c'est assez exceptionnel. Enfin, elle raconte en fait que c'est des sages-femmes qui se sont aménagées des espaces au sein de l'hôpital pour faire un peu différemment, mais que ça a aussi été des combats à l'intérieur de l'hôpital. Et notamment, là, il y a le récit d'une sage-femme qui dit « Bon, bah maintenant, moi, j'ai vécu, j'ai de l'expérience, donc quand c'est moi qui m'occupe de quelqu'un, les médecins ne rentrent pas, je ferme la porte et ils n'ont pas intérêt à m'emmerder, c'est moi qui décide et c'est ma pratique. » Mais voilà, c'est des choses... on sent bien que c'est des questions de rapport de force, quoi. C'est pas évident partout. Oui. Je voulais intervenir pour dire qu'il y a quand même une politique nationale dans les hôpitaux en France depuis quelques années qui consiste à supprimer toutes les petites maternités, à regrouper les petits... Nous, on a été victimes ici à Ivry de la fermeture d'une maternité pour faire à l'hôpital à côté une usine à bébés où on fait je ne sais pas combien de milliers d'accouchements par an et où c'est au chronomètre. Ça fonctionne au chronomètre, l'humanisme n'a plus cours et on a complètement médicalisé l'accouchement et les femmes restent 48 heures. Au bout de 48 heures dehors, quelles que soient leurs conditions de vie chez elles. Et il y a tout un problème de la médecine en France qui tend à faire une médecine rentable, en particulier à l'hôpital, où on reste tant de jours pour telle pathologie, avec le système de la T2A, et qui n'offre plus de possibilités, même pour les soignants qui voudraient faire quelque chose de mieux, de le faire. Parce qu'ils sont obligés de mettre les gens dehors, de ne pas s'en occuper, de ne pas... Voilà. Et je pense que ça, c'est une politique nationale de la santé qui est vraiment à combattre. Et cette fermeture des petites structures médicales, c'est vraiment un gros problème actuellement en France. Voilà. On rentabilise la médecine, on fait de la médecine une marchandise, et on rentabilise la médecine, et on la déshumanise par la même occasion. Voilà. Alors, ce que vous soulignez, c'est très important parce qu'on a fait subir à l'accouchement ce qu'on a fait subir aux interventions chirurgicales. C'est vrai qu'un chirurgien qui n'opère pas régulièrement, qui ne fait pas un certain geste très régulièrement, risque de le faire mal. Hein. Je veux dire, c'est tout simple. Quand on fait quelque chose très souvent, on le fait mieux que quand on le fait une fois de temps en temps. Mais un geste chirurgical qui consiste, je ne sais pas moi, à opérer une thyroïde ou à réparer une hanche en mettant une prothèse, c'est pas du tout la même chose qu'un accouchement. Parce que dans le cadre d'un geste chirurgical, ça peut être, comment dirais-je, standardisé, les procédures.
parce que c'est pas très grave si on fait toujours la même chose. L'anatomie est à peu près la même chez tout le monde, donc on peut faire toujours la même chose. Un accouchement, c'est différent chez chaque femme. C'est même différent pour la même femme selon que c'est le premier, le deuxième, le troisième, le quatrième. Par conséquent, on ne peut pas standardiser. Mais la logique comptable dont vous parlez, tout à fait, a standardisé au point de dire ben, les maternités dans lesquelles on ne fait pas au moins 500 accouchements par an, il faut les fermer. Ce qui est idiot parce que moi je vivais dans un département qui était le Loiret quand j'ai grandi. Il y avait une maternité à Pithiviers, il y avait une maternité locale à, je crois que c'était Bonne-la-Rolande, ou à Jargeau, enfin je ne sais plus. Enfin, d'abord ils ont fermé la maternité locale où c'était les médecins généralistes et les sages-femmes qui faisaient des accouchements, pas les obstétriciens. Ils se relayaient. Et ils l'ont fermé sous prétexte qu'effectivement, il y avait 250 accouchements par an, et ils trouvaient que ce n'était pas assez. Ils disaient, oui, mais c'était des accouchements normaux. Quand il y avait des accouchements avec des problèmes pathologiques, on les envoyait à l'hôpital. Les accouchements normaux, on n'a pas besoin, enfin je veux dire, pas besoin d'aller chercher une grande technicité. Les sages-femmes pouvaient le faire, et puis les médecins de temps en temps le faisaient aussi. Donc on a soumis effectivement les maternités à cette logique comptable qui consiste à dire, oh là là, c'est dangereux si c'est pas fait assez souvent, alors qu'en fait, c'était pas ça. En fait, c'était plutôt, effectivement, nous voulons contrôler les coûts de santé des accouchements, et puis contrôler le temps que les femmes restent dans les maternités, et puis contrôler les enfants, etc. C'était une logique de contrôle, c'était pas une logique de sécurité. Et effectivement, quand on se retrouve avec des super maternités, c'est très problématique d'avoir, sauf quand des femmes se battent très fort, les sages-femmes se battent très fort, avec l'aide des usagers et des usagères, c'est très difficile d'avoir des pratiques différentes. Et pour terminer, parce que voilà, on va devoir s'arrêter, mais on voulait faire un petit exposé mais court sur le poster qui est dans la revue. Et donc vous allez voir, ça va être un peu compliqué parce que je vais vous expliquer des choses que vous n'arriverez pas à voir dans un premier temps. Mais si vous l'avez, vous pouvez le regarder et puis sinon on le laissera pour que vous voyez un peu de quoi il s'agit. Donc en fait c'est une fresque qui a été dessinée par deux artistes espagnols au moment des luttes pour le droit à l'avortement en 2014 en Espagne, puisque l'avortement était remis en cause à ce moment-là. Et donc ils ont décidé de s'inspirer d'un collectif qui s'appelle le Behave Collective, qui est un collectif américain qui travaille depuis 10 ans sur des problématiques aborigènes, indigènes et anticoloniales, et qui font déjà des fresques en fait, pour raconter les luttes et les résistances contre la colonisation, contre l'impérialisme en Amérique. Et voilà, ils se sont dit on va faire la même chose autour de l'avortement, donc on va essayer de raconter une histoire en dessin. Mais cette histoire, elle va dépasser la question de l'avortement pour raconter en fait notre système, le système capitaliste, hétérocentré, colonial. Et donc voilà, ils s'y sont mis en lisant beaucoup, en récoltant plein de témoignages. Et alors vous voyez, cette fresque, elle est en 3 parties. Enfin, vous ne le voyez pas encore, mais je vais vous montrer. Donc en fait, il y a cette première partie qui est terrestre. Donc là, on va voir en fait un peu la superstructure historique de notre monde. Ensuite, il y a la partie souterraine, où l'on voit en fait l'utérus et les trompes de Fallope, où vous allez avoir une sorte de petite crique ici, et puis 2 immeubles avec des escaliers, des salles, donc il va y avoir l'hôpital d'un côté, et puis les parties plus clandestines, d'avortement clandestin de l'autre. Et puis en fait, en dessous, c'est la vie sous-marine. Ça va être plus quelque chose autour de la vie, de qu'est-ce que c'est en fait d'être en vie, de faire des enfants ou pas, etc. Rapidement, alors comme vous voyez, on voit que des animaux. En fait, les animaux représentent des personnes, des personnages ou des symboles. Donc à chaque fois, c'est assez choisi, quoi. Donc par exemple, sur ce premier niveau, on va avoir les vipères qui sont les sorcières donc qui détenaient le savoir des plantes abortives. Et vous allez voir tout autour de ces vipères des plantes qui sont réellement les plantes qui permettent d'avorter. Ces serpentes, voilà, symbolise un peu le moment là, du Moyen-Âge, de cette période-là où, par exemple, la menthe religieuse et la paysanne qui se retrouvent petit à petit enfermées parce que les enclosures commencent à se développer et le capitalisme commence à se déployer. Là, on va voir, là, c'est le temple capitaliste hétéropatriarcal. Les vipères, vont se faire trucider
Ici, on a donc le symbole de la chasse aux sorcières avec un drone, robot, flashball, caméra qui représente l'état policier et celui en fait qui nous empêche de lutter ou de vivre comme on aimerait le vivre. Donc voilà, on a ce drone qui va donc tuer la vipère et qui symbolise l'arrivée de ce monde. Et un autre élément très important, c'est la grenouille disséquée qui symbolise la colonisation, puisque le gynécologue qui a en fait fondé la gynécologie française a disséqué vivantes des femmes esclaves pour en fait trouver des solutions à des maladies gynécologiques. Il les a donc opérées sans anesthésie 30 à 40 fois de suite pour ensuite soigner des femmes blanches sous anesthésie. Donc ça c'est le symbole de ce monde-là, de notre monde. Et on a de ce côté-là un peu voilà, toutes les symboliques de l'argent, il y a l'euro, le dollar, l'industrie pharmaceutique, donc ça fourmille de détails. Ces détails d'ailleurs sont expliqués dans la revue sur 6 pages quand même pour réussir à tout comprendre. Alors ensuite on descend un peu et donc là on a le niveau souterrain avec au centre les luttes de lézardes. Alors les lézardes représentent les féministes qui luttent donc régulièrement pour faire avancer les droits des femmes. Donc chaque lézarde fait quelque chose qui renvoie en fait à des luttes particulières. Donc il y en a une qui téléphone parce qu'en fait il y a des numéros verts qui ont été institués dans plusieurs pays pour permettre aux femmes de se renseigner sur la contraception, l'avortement, etc. Il y en a une qui dessine un tag avec le sang de sa moon cup. Il y en a une autre qui va brandir un panneau pour partir en manifestation. Et ces lézardes-là, en fait, sont situés juste au-dessus de la salle d'attente, qui est la salle où les femmes attendent pour avorter. Et elles vont choisir soit d'aller avorter clandestinement, soit d'avorter à l'hôpital. Et ces femmes représentent à chaque fois des situations particulières d'avortement. Donc, on a par exemple, il y a un couple là, de pingouins qui regardent son œuf. Alors eux, ils n'ont pas les moyens, donc ils vont avorter, mais ils sont un peu tristes parce qu'en fait, ils aimeraient bien garder l'enfant, mais ils ne peuvent pas, parce qu'ils n'ont pas assez d'argent. Il y a alors je sais plus le nom de cet oiseau, mais cet oiseau qui se fait enlever son œuf, et ben c'est les personnes qu'on va contraindre à avorter alors qu'en fait elle aimerait garder cet enfant, et en fait les pressions familiales, les pressions de la société l'en empêchent et elle va y aller de force. Ensuite on a une chatte qui s'enroule comme ça au-dessus de la pièce et qui elle ne dit pas pourquoi elle avorte, parce qu'après tout on n'est pas obligé d'expliquer en fait pourquoi on va avorter, et donc c'était important pour les artistes de représenter aussi ce cas de figure là. Et donc ensuite ça se sépare en deux, et donc on a l'hôpital avec les petites fourmis qui sont le personnel médical et qui vont s'occuper des personnes. Et puis là, c'est très intéressant puisqu'ils ont récolté beaucoup de témoignages, et l'idée n'est pas du tout de valoriser à bloc l'hôpital en disant c'est super à l'hôpital, puisqu'ils expliquent bien que des fois on se fait un peu maltraiter, ou des fois on a peur, c'est super dur comme épreuve, et puis tout le monde, le personnel n'est pas toujours là pour être à l'écoute. Et donc, par exemple, heureusement, il y a les araignées. Les araignées, c'est incroyable, elles ont un rôle fondamental, c'est les alliés du quotidien, les sœurs qui vont aider à plusieurs endroits du poster dans différentes situations. Donc elles tissent par exemple des hamacs pour les grenouilles qui se reposent après l'avortement. Elles ont besoin de se reposer, donc elles sont bercées dans des hamacs dans la crique là, dans la crique du repos. Les araignées, par ailleurs, elles vont aussi enrouler les drones dans leur toile pour empêcher l'état policier de surveiller, d'empêcher les résistances, le militantisme. Et puis elles font quoi d'autre? Ah oui, elles font de la sérigraphie ici, regardez, elles font de la propagande, donc c'est très important la propagande militante, donc voilà, elles diffusent des brochures. Et donc voilà pour les araignées. Alors là, voilà, il y a l'hôpital, et puis il y a cette vache par exemple qui est là, on se demande ce qu'elle fait là, elle descend les marches. Et cette vache, elle en a marre en fait de faire des veaux, de faire du lait, de faire des veaux pour les humains, donc elle a décidé d'aller avorter, parce que elle reprend un peu de pouvoir. Et de ce côté-là, un peu la même chose autour de la clandestinité, avec, on voit bien, c'est très intéressant comment il explique que quand on est riche ou quand on est pauvre, c'est pas la même chose d'avorter dans la clandestinité, et comme des femmes pauvres vont être encore plus dans la précarité et vont se retrouver dans des situations encore plus délicates pour leur santé ensuite.
Et là, on a quand même une partie intéressante, c'est la sexualité, le plaisir, et c'était important pour eux de représenter ça. Et donc, on a d'un côté les escargots qui sautent dans... Enfin, non, ils sautent pas, mais ils s'embrassent dans tous les sens, ils sont très libres, les escargots, ils font un peu... Ils expérimentent quoi, la sexualité. Et de l'autre côté, on a un couple de chiens qui, eux, sont pas du tout en train de s'amuser, mais viennent de se marier et vont sauter dans la crique de la sexualité, mais ne savent pas du tout ce qui va se passer, puisqu'ils n'ont jamais eu vraiment de sexualité, parce que l'Église et les normes sociales leur ont dit qu'il ne fallait donc pas trop avoir de sexualité avant le mariage. Et ils ont des colliers anti-puces autour des cous, parce qu'ils n'ont jamais pu vraiment se toucher non plus. Donc c'est un peu le stress pour eux. Et voilà, et donc là, hop, ils sautent dans cette sexualité et on arrive un peu en bas de cet espace souterrain. Et là, pour finir, l'espace sous-marin, c'est un espace parce que ce collectif s'était dit, bon ben voilà, nous on lutte pour le droit à l'avortement, le droit des femmes à disposer de leur corps, mais on veut aussi montrer voilà, qu'il y a ça peut être beau aussi d'avoir des enfants, enfin ça dépend de chacun, chacune, et donc la baleine symbolise la maternité idéale, puisque selon l'un des artistes, voir un accouchement de baleine, c'est incroyable, c'est merveilleux, donc il faut aller voir sur YouTube un accouchement de baleine, et vous verrez, apparemment ça vaut la peine. Et la Raymanta qui nage à ses côtés, elle ne veut pas d'enfant, et elle est très contente comme ça, et donc elle va vivre sa vie voilà, très libre et très contente sans enfant, et c'est très bien comme ça. Et alors on a aussi des poissons clowns qui représentent aussi la symbolique de la transidentité, puisqu'ils peuvent devenir hommes ou femmes pendant leur parcours de vie. Et ensuite on a ici les filets quand même qui enserrent des moules d'élevage. Et les moules d'élevage en fait c'est ce qui permet au capitalisme de continuer à exister, puisque les moules d'élevage ensuite sont amenés dans cette usine pour faire des moules en boîte. Et les moules en boîte, en fait, c'est la production industrielle qui voilà, permet en fait, au temple capitaliste d'engranger de l'argent. Mais heureusement, le caméléon, allié aux vipères, lance un jet de bave contre le temple hétéro-patriarcal capitaliste colonial. Et un jour, peut-être, à coup de bave, de jet de bave, ce temple s'écroulera. Mais bon, il y a encore un peu de boulot, voilà. Je voulais juste vous parler en fait d'un collectif qui s'appelle Gin & Co. On a monté un site où il y a des femmes usagères et des personnes de minorité de genre. En fait, on a monté un site qui regroupe tous les contacts de médecins et de sages-femmes et de gynécologues pratiquant la gynécologie avec une approche non sexiste, non raciste, non classiste, non transphobe, non lesbophobe, voilà, en fait, tous les soignants bienveillants, respectueux envers toutes les patientes et toutes les personnes de minorité de genre. Donc c'est Gin & Co. Et n'hésitez pas si vous voulez participer au projet.